toutes et tous, merci d'être venus aussi nombreux et merci surtout à William Blanc d'être parmi nous. Donc William Blanc qui est historien médiéviste et qui va nous parler plus précisément aujourd'hui de ce Moyen-Âge qu'on peut voir représenté à travers le jeu de rôle. Je déflore pas plus le sujet. Puisqu'on en est au stade des remerciements, bien sûr je vais remercier l'ACVEC qui nous a permis de monter cette exposition et qui nous a financé dans nos actions. Je remercie bien sûr l'Action culturelle qui nous a beaucoup aidé, le service reprographie également qui nous a donné un coup de main très bienvenu, et puis toute l'équipe à la fois de la bibliothèque et d'Expéris, et plus particulièrement Stéphane et Olivier qui ont été vraiment essentiels dans le montage de l'exposition et dans l'organisation de la conférence. Donc merci à eux et je cède la parole à William pour la suite. Bravo. Bien, merci beaucoup, au revoir. Y a-t-il des rôlistes dans la salle ? Ah, pas beaucoup, hein. Voilà, donc n'ayez pas peur, on peut le dire maintenant, voilà, c'est bon, on a le droit, voilà, donc en effet, William Blanc, moi je suis médiéviste de formation, mais j'ai dévié à un moment en fait, hein, parce que je suis devenu maintenant spécialiste du médiévalisme, donc la représentation contemporaine du Moyen-Âge. Et voilà, et je remercie, voilà, tant qu'on y est au remerciement, merci à toute l'équipe de la BU Edgar Morin de m'accueillir pour cette conférence. Qui l'eût cru, une conférence sur Donjons et Dragons dans une bibliothèque universitaire, voilà, voilà, qui plus est en plus dans mon 9-3 natal, c'est encore plus marrant, voilà, et merci notamment à Olivier en fait, voilà, avec qui j'étais en contact, voilà, et qui m'a demandé, qui m'a proposé de venir en fait, voilà, et ce que j'ai accepté avec très grand plaisir. Le Moyen-Âge imaginaire dans les jeux de rôle en fait, quelque part ça part d'une interrogation assez évidente en fait, bon voilà, parce que le premier jeu de rôle en fait connu, le premier jeu de rôle officiel quelque part, c'est Donjons et Dragons qui s'est sorti il y a 50 ans. Ça ne nous rajeunit pas, voilà, voilà pour les plus anciens rôlistes qui sont ici, ce que je précise évidemment moi-même, si vous l'auriez pas, au cas où vous l'auriez pas compris, voilà, je suis moi-même rôliste depuis voilà, on va pas le dire, oui, 35 ans, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, en fait, voilà, le premier jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, et donc forcément, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle de fantasy, en fait, c'est un jeu de rôle qui s'inspire. Alors vous allez voir, en fait, on va voir les propos de Gary Gygax, qui est le co-créateur de Donjons et Dragons. C'est un jeu de rôle qui s'inspire notamment en fait du Seigneur des Anneaux, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup, peut-être même plus en fait de l'univers de Conan en fait dans ce jeu de rôle. Et quand on regarde un petit peu la liste des jeux de rôle aujourd'hui, alors après. Il n'y a pas de base de données complète à ma connaissance sur les jeux de rôle en fait, ce qui manque un petit peu, mais néanmoins il y a des essais de base de données en fait, notamment en français vous avez ce qu'on appelle le GROG en fait, qui est un site associatif en fait, qui liste les jeux de rôle. Vous voyez en fait, si on se base sur le GROG en fait, vous voyez qu'en fait, j'ai même fait un petit camembert, voilà, parce que je viens quand même de l'histoire économique et sociale, voilà, j'ai quand même des restes en fait de statistiques en fait, mais quand on fait un camembert, on se rend compte que beaucoup de jeux en fait, le plus gros genre en fait de jeux, ce sont ce qu'on appelle les jeux médiévaux fantastiques, donc en gros c'est des jeux de fantasy, et encore en fait dans tous ces genres comme ça que vous voyez en fait, les genres un peu différents en fait, quand on regarde, on les étudie un petit peu précisément, on se rend compte que dans tous ces jeux-là, en fait, dans quasiment tous ces genres-là, vous avez des jeux avec des éléments en fait médiévalistes en fait, tirés du Moyen-Âge imaginaire. Bon, par exemple, voilà, vous avez Space Opera par exemple, les jeux de Space Opera. Bon, Star Wars, quoi. Voilà, merci. C'est un jeu avec plein d'éléments médiévalistes en fait, historique fantastique, là il y en a plein, c'est pareil comme Pendragon en fait, contemporain fantastique, Vampire, voilà, la Mascarade, Néphilim, tout ça c'est des jeux en fait, qui ont clairement des éléments médiévalistes en fait, et donc on se rend compte quand on creuse un petit peu que le Moyen-Âge est hyper présent dans tous les genres de jeux de rôle. Non seulement c'est évidemment, alors là en plus là je vous ai mis j'ai fait des stats à partir de titres.
pas en termes de volume de jeu. Parce qu'évidemment, quand vous prenez tous les suppléments Donjons et Dragons, et d'ailleurs, ça me permet de dire qu'il y a une super expo là, donc sur Donjons et Dragons, je suis très content de la voir. Et je pense qu'avec des copains, on va organiser un casse, clairement. Voilà, je pense. Hein, donc, pour compléter compléter nos collections. Mais voilà, en termes de volume de jeux, de suppléments, même en volume de vente, enfin avec Donjons et Dragons, en fait, clairement, en fait, le médiéval fantastique ou la fantasy est clairement en tête. Hein. Donc, voilà. C'est pareil quand on s'appuie sur des statistiques, hein, par exemple, qui ont été faites. Il y a eu un sondage qui a été fait par Wizards of the Coast, donc Wizards of the Coast, qui est la boîte en fait qui possède aujourd'hui Donjons et Dragons, pour le meilleur et pour le pire. Et donc en fait là ils ont fait un sondage en 1999. Et en gros, ils demandent en fait les jeux de rôle pratiqués au moins une fois par mois, donc aux joueurs et aux joueuses en fait. Hein, et ben ils se rendent compte que 66% pratiquent Donjons et Dragons en fait. Hein. D'ailleurs aux États-Unis souvent le dire je joue à des jeux de rôle, hein, on dit je joue à Donjons et Dragons en fait. Hein. Donc voilà. Donc bon c'est Donjons et Dragons, hein, c'est un peu devenu voilà un peu comme on dit pas chariot élévateur, on dit Fenwick. Voilà. Enfin bon voilà voilà donc bon voilà donc c'était un parallèle un peu bizarre, mais bon pour vous dire en fait que c'est devenu en fait quelque part un peu synonyme de jeu de rôle en fait, en tout cas aux États-Unis. Hein. Donc en France c'est un peu plus voilà donc voilà. Et même regardez les premiers jeux de rôle, hein, Vampire la Mascarade, bon bah pareil, horreur gothique donc avec des éléments médiévalistes. Le troisième c'est Star Wars, bah merci donc voilà encore une fois. Le quatrième c'est Palladium, donc voilà c'est de la fantasy, voilà donc Shadowrun, après Loup-garou de l'Apocalypse, c'est pareil, il y a des éléments médiévalistes mais un peu moins en fait. Hein, donc Shadowrun c'est du cyberpunk mais c'est de la cyber-fantasy en fait, donc c'est un univers cyberpunk avec de la fantasy. Voilà, bon bref, on peut continuer encore et encore et encore, mais en fait on se rend compte que dans beaucoup de jeux en fait, hein, comme ça, dans ces jeux de rôle en fait, hein, vous avez des éléments médiévalistes. Là c'est pareil, vous avez la FFJDR en fait, la Fédération française de jeux de rôle avait fait plusieurs fois, 3 fois au moins, donc 2010, 2014 et 2018 un sondage en fait. Hein, donc alors voilà vraiment avec uniquement des volontaires. Hein, donc bon évidemment c'est le panel il est pas établi scientifiquement, mais quand même ça dit quelque chose. Hein, et encore une fois évidemment voilà donc 2010-2014 hein, et encore une fois 2018, hein, le médiéval fantastique en fait est toujours largement en tête des mentions par genre préféré quoi, en fait. Voilà, donc c'est quand même assez frappant. Alors maintenant pourquoi voilà, la question c'est pourquoi en fait hein, c'est devenu comme ça, le médiéval fantastique est devenu quelque chose en fait de dominant dans les jeux de rôle. Et ça a un effet aussi d'ailleurs, hein, ça a un effet aussi sur les jeux vidéo en fait, hein, donc, parce qu'évidemment quand on regarde les MMORPG par exemple, hein, bon, moi j'ai pas fait de statistiques sur les MMORPG parce que mais bon, on se rend compte quand même que les MMORPG, les RPG et tout en fait, il y a quand même un thème dominant en fait, hein, c'est aussi la fantasy. Donc pensez à The Witcher par exemple. Voilà, alors pourquoi? Eh ben tout bêtement en fait, il faut comprendre en fait le rôle du Moyen-Âge imaginaire en fait, hein, et donc ce que ça dit le Moyen-Âge imaginaire sur nos sociétés en fait. Hein, donc, et en gros, en bon historien, j'ai fait un plan en 3 parties en fait, voilà, donc, parce que je suis vachement original. Donc voilà, donc quel Moyen-Âge imaginaire dans les jeux de rôle sur table, hein, et vraiment à chaque fois on va se rendre compte que il y a 3 types de Moyen-Âge imaginaire, mais en fait on pourrait même en trouver plus en fait, hein, mais en tout cas c'est un Moyen-Âge imaginaire à travers lequel on conteste la modernité industrielle, où on réagit à la modernité industrielle. Il y a un Moyen-Âge imaginaire, ça peut paraître bizarre d'ailleurs, qui célèbre la liberté individuelle, en fait, hein, qui est une valeur très moderne, en fait, hein, mais on célèbre ça aussi à travers le Moyen-Âge imaginaire, notamment à travers la figure du barbare. Et un Moyen-Âge imaginaire qui célèbre des valeurs en fait guerrières, voire masculinistes, en fait, parce que évidemment les questions de genre, en fait, hein, mine de rien, dans le jeu de rôle, sont très importantes. Alors déjà, la première question. Le Moyen-Âge imaginaire qui conteste la modernité industrielle. Ça, c'est un truc classique, en fait. Hein, donc, dans le Moyen-Âge imaginaire, en gros, quand on a fait le dictionnaire, donc, dont vous avez la couverture ici, avec Anne Besson et Vincent Ferré, on a quelque part montré, en tout cas, on a proposé l'idée que depuis le XVIe siècle, il y avait eu 3 vagues de Moyen-Âge imaginaire. En fait, hein, celle du XVIe siècle, avec la Renaissance, en fait, hein, donc, en réaction à la Renaissance. Celle fin XVIIIe, début XIXe siècle, en réaction à la révolution industrielle, hein, donc, qui court tout le long du XIXe siècle,
et celle en fait des années qui éclot à partir des années 60, notamment avec la fantaisie, avec le triomphe de la fantaisie, et qui rejoue en fait cette seconde vague en fait, donc qui est aussi une réaction en fait notamment à la crise du progrès en fait, donc alors très rapidement en fait, pour faire un résumé, au 19e siècle, vous avez des figures, notamment comme William Morris, en fait, qui est quelqu'un de pas très connu en France, mais qui commence à être connu, notamment avec des gens comme moi notamment, qui éditent en fait, qui participent à l'édition de ces textes. Vous avez des gens en fait, qui sont, alors c'est bizarre parce que vous avez à la fois des gens qui sont très conservateurs en fait, qui se plongent dans un Moyen Âge en disant voilà. Oh, les temps actuels, c'est horrible en fait. En plus, il y a plein de gens qui veulent de la démocratie. Donc voilà, je rêve en fait de retour à la monarchie, puis à une société hiérarchisée en fait. Voilà, donc avec des gens comme Chateaubriand par exemple en France. Hein, mais Maurice, c'est assez frappant en fait. Maurice, lui, c'est un peu l'inverse. Il est socialiste, mais il est fasciné par le Moyen Âge. Et lui, évidemment, ce qu'il dit, c'est il dit en gros, eh bien, je rêve d'un temps où en gros les travailleurs et les travailleuses étaient maîtres. Alors, il fantasme beaucoup en fait, étaient maîtres de leur outil de travail en fait. Et donc, il prend comme exemple, notamment les artisans du Moyen Âge. Bon, encore une fois, c'est une vision de l'esprit aujourd'hui. On sait que c'est faux en fait. Mais Maurice, il est vraiment là-dedans en fait. Voilà. Puis il y a toute une réflexion aussi, même proto-écologiste chez Maurice, notamment y compris dans son utopie qui s'appelle Les Nouvelles de nulle part, en fait, où il se projette dans un futur socialiste, mais c'est quasiment l'Angleterre qui est revenue en fait dans un Moyen-Âge, en fait, mais quasiment un Moyen-Âge très idéalisé où les gens ils batifolent dans la nature. Voilà, c'est assez déroutant. Et là, vous avez une nouvelle traduction qui est sortie en 2023. Voilà, donc aux éditions Libertalia, traduction en laquelle j'ai participé à l'édition. En fait, vraiment, c'est assez fascinant à lire. Et ce qui est intéressant, c'est que Maurice, il va avoir une grande influence, notamment sur quelqu'un que vous connaissez, là pour le coup, c'est Tolkien. Alors Tolkien, lui, déjà a été influencé par Maurice avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale, et évidemment après la Première Guerre mondiale, il va l'être d'autant plus parce que là, lui, il va voir l'industrie dans son pire en fait, il va être aux premières loges parce qu'il va être engagé sur le front, notamment sur le front de la Somme en 1916. Il va revenir blessé en fait, du front de la Somme, enfin il va tomber malade, ce qu'on appelle la fièvre des tranchées, et notamment sur le front de la Somme, là vous avez donc le mémorial, l'anneau de la mémoire, donc à Notre-Dame de Lorette, pas loin de chez moi en fait, et il perd des amis notamment sur le front de la Somme. Là vous avez notamment Geoffrey Backsmith, qui était un ami proche de Tolkien, qui meurt là-bas. Et donc quand Tolkien revient blessé du front de la Somme, en 17, alors qu'il est en convalescence, il commence à écrire la première nouvelle qui se déroule dans ce qui va devenir en fait l'univers du Seigneur des Anneaux, l'univers de la Terre du Milieu. Cette nouvelle s'appelle La Chute de Gondolin. Et elle raconte notamment la destruction d'une cité elfique par une armée d'orques et de dragons. Alors on se dit, bon, classique tout ça en fait. Mais sauf qu'en fait, quand on lit bien la nouvelle, notamment, là vous avez un extrait, on se rend compte que les dragons, tout bêtement, c'est des tanks. Voilà. Et donc en fait, il y a vraiment l'image en fait d'une espèce d'industrie qui détruit en fait, qui détruit le rêve, la nature, etc. Et tout. Donc voilà. Donc il y a et donc Tolkien, il est dans cette espèce d'opposition et ça se retrouve dans toute son œuvre en fait. Si vous lisez bien son œuvre, c'est le Silmarillion et tout, notamment la chute de Numénor, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de références à ça. Et c'est pareil évidemment, Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, c'est assez marrant, ça je le dis souvent en fait, parce que Le Seigneur des Anneaux, moi quand je l'ai lu la première fois quand j'étais ado, je sais pas si ça vous a fait ça en fait, les 3 premiers chapitres sont super chiants. Je me suis dit, qui nous raconte là en fait, voilà. Et donc parce qu'en fait, déjà il n'y a pas d'action et c'est une description de la comté en fait, donc la comté des Hobbits. Et il y a même un chapitre consacré à l'herbe à pipe en fait. Mais pourquoi en fait, voilà. Et en fait, quand on lit bien ça, quand on est adulte et avec un minimum de réflexion, notamment sur le médiévalisme, on se rend compte que Tolkien il donne son utopie. Là. Il dit voilà, mon utopie c'est ça. Donc et là vous avez une image en fait, faite par Tolkien là pour le Hobbit. Et donc cette image c'est vraiment voilà. Mais je peux vous assurer quand vous lisez Les Nouvelles de nulle part et vous lisez après ces chapitres-là, c'est frappant en fait. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, en gros, dans la comté, il n'y a pas d'industrie, il n'y a même pas de chef en fait. Voilà, donc il y a un shérif en fait, mais il est juste là pour des querelles de voisinage. Voilà, il y a une espèce de c'est assez frappant quoi. Donc il n'y a pas d'industrie, puis c'est une espèce de paysage champêtre en fait, voilà, donc sans industrie quoi. Donc et voilà, il y a cette idée là chez Tolkien en fait. En gros, son utopie c'est ça quoi. C'est une espèce de
truc, voilà, de retour à la nature, en fait, un pré-industriel, en fait. Et évidemment, toute cette imagerie-là, elle va beaucoup plaire. Et vous allez voir, on va retomber sur nos jeux de rôle. En fait, elle va beaucoup plaire, elle va beaucoup séduire. Parce que dans les années 60, parce que le Seigneur des Anneaux sort en 54-55. Il arrive aux États-Unis, hein, notamment au début, je crois que c'est par une édition pirate, puis après il va y avoir une édition en fait, donc, officielle, au début des années 60. Et il va être beaucoup lu, évidemment, sur les campus. Et en plus, les Hobbits, hein, c'est marrant parce qu'en fait, voilà, il y a des gens qui disent oui, Tolkien, voilà, donc bon, Tolkien, c'est un truc guerrier, etc. Et tout, voilà. En fait, non, qu'en fait, si vous lisez bien, en fait, les héros, c'est les Hobbits, en fait. Hein, donc, c'est pas les guerriers hein, chez Tolkien, les héros, en fait. Hein, c'est les Hobbits. Et vraiment, les Hobbits, ils disent ouvertement, ils n'ont pas d'armée, ils n'aiment pas la guerre, voilà. Donc, bon, quand ils sont obligés de la faire, ils la font, mais voilà. Donc, et évidemment, tout ce discours-là, il va beaucoup plaire dans les années 60 aux États-Unis. Pourquoi ? Tout bêtement parce qu'on est en pleine guerre au Vietnam. Hein. Et encore une fois, les années 60, c'est aussi un moment clé en fait, hein, dans notre rapport en fait, hein, au progrès, hein, où on a un moment en fait, hein, de plus en plus critique en fait, hein, par rapport. C'est à partir de ce moment-là, notamment, que se développe en fait, hein, une pensée critique. Hein. C'est aussi à ce moment-là que naît vraiment le courant, enfin l'écologie politique actuelle. En fait, elle naît à ce moment-là. En fait, hein, donc. Et donc, voilà. Et donc, évidemment, le Seigneur des Anneaux va devenir, en fait, à l'étonnement de Tolkien lui-même, qui était quand même un type assez conservateur, en fait, hein, donc, va devenir, en fait, une espèce de livre phare, en fait, hein, de la contre-culture, en fait, hein, de l'époque, hein, notamment, voilà, là, vous avez un exemple de rock, en fait, de groupe de rock, hein, qui s'appelle les Hobbits, en fait, voilà, donc, où évidemment, on comprend qu'en fait, en plus, faut comprendre qu'à l'époque, quand ils disaient « Ah, les Hobbits, ils filment de l'herbe à pipe », enfin, vous comprenez après, voilà. Voilà, donc vous avez aussi des badges hein, qui vont passer sur les campus en fait. Hein, donc voilà, Gandalf pour président. Voilà, donc voilà, Sauron est en vie en Argentine, ce qui est encore plus vrai aujourd'hui d'ailleurs au passage. Donc voilà, donc voilà, donc Frodo lives. Voilà, donc voilà, Frodo gave his finger for you. Enfin voilà, donc voilà, il y a même voilà, donc Gandalf pour président, c'était il y a un badge qui traînait en 72 pendant l'élection présidentielle américaine de 72. Hein, donc tout ça, il faut bien comprendre que ça fait partie de voilà toute cette imagerie-là fait partie donc de la contre-culture. Et au point, par exemple, là, je vous mets deux citations qui sont assez frappantes. Là, la première, c'est David McTaggart, en fait, que vous ne connaissez pas, mais c'est un des fondateurs de Greenpeace, en fait, hein, et qui raconte ça dans un bouquin en 78, en fait. Hein, et il disait « Je lisais Le Seigneur des Anneaux. Je ne pouvais pas m'en empêcher de faire des parallèles entre notre propre fraternité, donc Greenpeace, qui est fondée en 72 d'ailleurs, hein, et la dure quête des hobbits au milieu des landes volcaniques de Mordor, fief du Seigneur des Ténébreux qui vivait dans sa forteresse entouré de guerriers féroces, son œil maléfique scrutant sans cesse à la recherche d'intrus. » Et il raconte ça, il fait le parallèle entre la première campagne de Greenpeace hein, et donc voilà, et c'est donc c'est l'aventure des Hobbits, dans Le Seigneur des Anneaux, on sent que la première campagne de Greenpeace, c'était une campagne contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, ce qui fait qu'en fait, dans cette métaphore-là, Sauron, c'est Pompidou, voilà, donc voilà, ça fait rire les gens de plus de 45 ans, voilà, donc c'est bien. J'ai essayé une fois ça avec des étudiants, ils m'ont regardé, genre de quoi ils parlent. Ouais, voilà, bon, mais, voilà. Donc, et là, j'ai vu, en fait, il y a quand même un gap générationnel assez net voilà, entre ceux qui ont rigolé et ceux qui ont dit de quoi ils parlent. Voilà, donc Pompidou. Voilà, donc regardez sur Wikipédia. Voilà, donc voilà. Donc, alors, et une autre citation, là, en fait, de George R.R. Martin. Bon, là, ça va, tout le monde connaît, c'est bon, c'est. Non, si. Donc voilà. Celui qui a écrit donc évidemment Game of Thrones en fait. Hein, et là, dans un texte qu'il écrit en 96, donc l'année de la sortie de Game of Thrones, il dit la meilleure fantaisie est écrite dans la langue des rêves. Elle est vivante comme le sont les rêves, plus réels que la réalité. Pour un temps du moins, la fantaisie c'est l'argent et l'écarlate, l'indigo et l'azur, l'obsidienne veignée d'or et le lapis lazuli. La réalité, c'est du contreplaqué et du plastique revêtu d'un brun boue et d'un vert olive. La fantaisie a le goût des cigares et du miel, de la cannelle et des clous de girofle, de la viande rouge fine et des vins aussi doux que l'été. La réalité se résume à des haricots et du tofu et se finit en cendres. Je précise, j'aime bien le tofu, il faut juste savoir le cuisiner. La réalité, ce sont des centres commerciaux, et ça c'est intéressant, la réalité, ce sont les centres commerciaux de Burbank, les cheminées des usines de Cleveland et un parking à Newark. La fantaisie, ce sont les tours de Minas Tirith, les antiques pierres de Gormenghast, le grand hall de Camelot. Ils peuvent garder leur paradis. Quand je mourrai, je préfère aller en terre du milieu. Voilà.
Et donc on a vraiment cette opposition binaire entre d'un côté, voilà, la modernité, c'est moche en fait, et puis la fantasy, c'est l'anti-modernité absolue. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, Martin est un progressiste, mais il est né en 48. Il était étudiant en 68, il s'est mobilisé contre la guerre au Vietnam, et donc concrètement pour lui, la fantasy, c'est quelque chose de foncièrement politique, et c'est quelque chose en fait qui permet donc qui est une forme en fait de protestation contre les dérives de la modernité. Je dis ça parce qu'en plus c'est d'autant plus vrai que dès les années 60, dans des structures en fait qui vont devenir après qui deviennent des structures ludiques, notamment celle-là. Alors ça c'est marrant, donc c'est une affiche de 68 en fait, donc ça parle d'un tournoi, et donc c'est la Society for Creative Anachronism, la SCA, donc qui est fondée, alors c'est frappant, elle est fondée en 66, le 1er mai 66 à Berkeley. Berkeley qui est quand même un campus ultra contestataire en Californie, et elle regroupe assez rapidement des gens qui vont devenir des pontes, notamment de l'écriture de fantasy en fait, notamment en fait Marion Zimmer Bradley et Diana Paxson en fait, qui sont aussi d'ailleurs liés à des milieux gauche, écolo et aussi néo-païens, parce que, notamment la Wicca, etc. Donc tout un truc contre-culturel en fait, et ça va devenir la SCA, donc c'est vraiment une espèce de proto-jeu de rôle grandeur nature où les gens ils vont s'amuser à faire des tournois, à se battre avec des épées en mousse. Enfin, ils n'ont pas des épées en mousse à l'époque, mais ils ont des épées en métal mais émoussées. Donc ils se tapent. Et puis évidemment, donc il y a tout un truc. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans la SCA, il y a plein de gens. Notamment, il y a des futurs créateurs de jeux de rôle en fait, qui vont traîner dans la SCA en fait. Donc il y a vraiment cette idée contre-culturelle. Alors maintenant, la SCA, c'est d'abord en Californie, mais sauf que Donjons & Dragons ne vient pas d'un milieu californien en fait. Donjons & Dragons vient du Midwest en fait, Gary Gygax en fait, et Dave Arneson, ils sont dans le Midwest quand ils créent Donjons & Dragons, et ils viennent d'un autre milieu pour le coup. Eux, c'est la classe moyenne blanche en fait du Midwest, petits commerçants, des trucs comme ça et tout. Et puis eux, ils viennent du milieu des wargamers. Wargamers, donc c'est des gens qui font de la simulation de guerre en fait, notamment vous avec des wargames comme ça en fait, donc D-Day qui est un gros wargame de l'époque en fait, où on reproduit de la guerre contemporaine en fait. Le premier wargame comme ça en fait, qui perce en fait commercialement en fait, c'est un wargame qui est édité par la société qui édite aussi ce wargame là, donc Avalon Hill. Ce wargame s'appelle Tactics, qui sort en 54 si je me rappelle bien. Et donc ça va devenir, il y a tout un petit milieu bouillonnant en fait, de wargamers en fait. Ils vont jouer à plus en plus de wargames, et notamment par exemple des wargames comme celui-là en fait, un D-Day, je crois que ça date, il date de que je regarde en fait, c'est pas là, c'est sur cette page là. J'ai pas noté. Voilà, très bien, merci beaucoup, bravo. Et donc en tout cas, c'est milieu des années 60 en fait. Sauf qu'il arrive un truc en fait vers le fin des années 60, c'est que une partie de ces groupes de wargamers va shifter, en fait, va peu à peu s'orienter vers non plus des wargames contemporains, mais des wargames qui parlent du Moyen-Âge. Et puis petit à petit, en fait, ils vont aller de fil en aiguille, ils vont dire si on faisait non pas des wargames avec des grosses unités, mais des wargames avec un pion ou une figurine, un bonhomme. Et puis si on donnait un peu un rôle à ce personnage, et puis voilà. Et donc ça va devenir en fait tout bêtement, parce que à l'origine, vous allez voir en fait, Donjons & Dragons, c'était un wargame qui s'appelait Chainmail, qui sort en 70, et puis ça va être adapté en jeu de rôle. Enfin, ça va devenir un jeu de rôle. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois pour que ces gens-là passent de wargames contemporains où on parle de guerre contemporaine à des wargames où on parle de Moyen-Âge? Il s'est passé ça, quoi. C'est aussi bête que ça. Arneson, donc là c'est une photo tirée, évidemment une photo très connue en fait, sur le Vietnam en fait, où vous avez une enfant en fait, des enfants qui souffrent de bombardement au napalm, et donc notamment par exemple quelqu'un comme Dave Arneson, il est mobilisable pour le Vietnam. Donc en fait au bout d'un moment, jouer à la guerre en fait contemporaine, ça devient un peu, là on s'échappe plus de la réalité en fait, là on est dans la réalité, quoi. Et donc en réaction on fait ça. On crée des wargames en fait en Chainmail, donc le premier wargame en fait, le wargame c'est un wargame donc qui vraiment qui met en scène en fait le Moyen Âge, et dans ce Chainmail on propose des règles pour jouer un pion égale un individu, et aussi des règles pour jouer dans des univers de fantasy. Donc plus la réalité devient dure en fait, plus on s'éloigne de la réalité moderne, plus on s'éloigne vers un Moyen-Âge fantasmé.
Et en fait, au bout d'un moment, ces pions, on va dire, tiens, ce serait bien si chaque personne pouvait jouer un pion, puis lui donner un rôle, et puis voilà. Et donc, ça donne, en 74, toujours de Gygax et Arneson, en fait, donc ça donne Donjons et Dragons, en fait. Alors, ça, c'est marrant, parce qu'en fait, Gygax, il sort ce Chainmail, et en fait, c'est Arneson qui, petit à petit, dans son coin, en fait, va décider de créer une espèce de campagne de proto-jeu de rôle. Et donc, voilà, Gygax, il va en entendre parler, il dit c'est une super idée, et donc et voilà, ça va devenir donc Donjons et Dragons. Et pour vous montrer en fait encore une fois cette idée que le jeu de rôle, c'est vraiment c'est vraiment une espèce de pas de côté vis-à-vis du monde moderne. Vous avez par exemple ce témoignage d'une joueuse, ce qui était rare à l'époque, d'une joueuse de Donjons et Dragons en fait, donc qui était aussi membre de la SIA, donc Shayna Burley en fait, qui dit je ne suis pas une wargameuse, donc encore une fois elle vient pas de ce milieu de wargamer en fait, sauf en ce qui concerne Donjons et Dragons. Vous voyez en fait à l'époque on considère Donjons et Dragons en 75, on considère Donjons et Dragons comme un wargame. Et là en fait parce qu'il y a un débat à l'époque pour dire est-ce qu'on peut mettre des armes à feu dans Donjons et Dragons, et elle dit non, c'est hors de question. Je pense que si vous utilisez une de ces choses, donc les armes à feu, qui rendent insupportables les infos de 6 heures, on comprend que ça parle du Vietnam en fait, donc voilà, même si c'est sur la fin le Vietnam à cette époque-là, vous dévoyez le caractère unique de ce jeu. Donc en gros, on reste absolument dans le Moyen-Âge imaginaire. C'est pas possible de mettre des armes à feu en fait, voilà. Même si aujourd'hui on a des armes à feu dans Donjons et Dragons, mais c'est des armes à feu type Renaissance quoi, en fait, voilà, c'est pré-industriel quoi. Donc souvent. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit ça en fait, donc moi je préfère en fait faire des petites pauses, déjà comme ça je peux boire un petit peu de café, et faire des petites pauses entre les parties, parce que comme ça, s'il y a des gens qui ont des questions, je sais que c'est toujours très frustrant d'attendre la fin, voilà, donc, et donc je vois qu'il y a déjà une question. Alors peut-être, ouais, il faut peut-être prendre le micro, parce que c'est peut-être pour... ouais, mais c'est peut-être pour l'enregistrement, c'est pour ça, voilà, oui, tout est prévu, voilà, donc je fais une petite musique d'attente si vous voulez. Non, c'est bon, non, voilà, oui. Comment vous expliquez cet intérêt, cette fascination pour le milieu du Moyen-Âge, justement dans les jeux? Parce qu'il pourrait prendre plein d'autres milieux, plein d'autres références. Pourquoi on choisit ce... Le Moyen-Âge ? Ouais, c'est quoi le fantasme autour du Moyen-Âge ? Le fantasme, en fait, en gros, pour simplifier, en gros, l'histoire se découpe assez, dans l'esprit de pas mal de gens, parce qu'en France, on découpe l'histoire entre 4 parties, quoi, en fait. Il y a l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, donc 16e, 17e, 18e siècle, et puis après l'époque contemporaine. Bon, les temps modernes, c'est vraiment un découpage académique, quoi, en fait. Donc, je sais, mes collègues modernistes ne sont pas contents que je dise ça, mais voilà, il y a vraiment, dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a un avant et après, un avant la révolution industrielle, et un après, voilà. Et avant, encore plus, il y a l'Antiquité. Et si vous voulez, vu que les tenants, les Lumières par exemple, l'époque des Lumières au XVIIIe siècle, en fait, donc, qui disaient en gros il faut quitter l'époque féodale, en fait, voilà. Donc, la révolution industrielle s'accompagne aussi de révolutions politiques qui avaient comme référence l'Antiquité, en disant il faut revenir quelque part à une époque de civilisation. Le Moyen-Âge, c'est une espèce de parenthèse. Voilà, c'est une espèce de parenthèse sombre entre la lumière de l'Antiquité et les nouvelles lumières, en fait. Voilà. Et donc, avec ce découpage temporel, eh bien, concrètement, le Moyen-Âge est perçu comme l'absolu inverse de l'époque industrielle. Donc de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, même si aujourd'hui on pourrait dire est-ce qu'on est en post-industrie ou pas, voilà, qu'importe en fait, mais on est dans un, voilà. Donc, et donc ce qui fait que ça devient dans l'image en fait fantasmée, ça devient l'image fantasmée du Moyen-Âge, ça devient l'opposé de nous, quoi, en fait. C'est un miroir inversé. Donc on dit aujourd'hui on est rationnel, ce qui est une blague encore une fois, mais encore une fois dans le découpage assez classique. On est rationnel, les gens du Moyen-Âge étaient irrationnels, ils étaient superstitieux. Ce qui, encore une fois, est faux, en fait. Donc, ils avaient leur rationalité à eux, quoi. On va dire, ça, c'est les romantiques qui disaient ça, en fait. Notamment, en fait, le Moyen-Âge, en fait, l'Antiquité, c'est la raison, le Moyen-Âge, c'est la passion. En fait, et donc les romantiques vont dire ils vont s'inspirer du Moyen-Âge parce que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est la passion, justement, c'est l'expression forte des sentiments, quoi, en fait. Et pareillement, on va dire le monde industriel, c'est l'urbain, c'est la ville, c'est l'artificiel, c'est la culture.
Et donc, par opposition, le Moyen-Âge, c'est la nature. Voilà. Et donc, ce qui fait que, vous voyez, et donc, tout le monde peut s'en emparer de ça. Et cette génération des années 60-70, hein, qui cherche justement une espèce de contre-modèle en fait à la société de consommation américaine et puis à cette société américaine qui fait la guerre au Vietnam, eh ben, ils vont se plonger comme ça, pour beaucoup en fait, hein, dans le Moyen-Âge imaginaire en fait. Hein. Il y en a qui vont aussi, hein, et parfois c'est les mêmes, hein, mais c'est pas un hasard aussi. Hein, il y en a qui vont aller vers l'Orient par exemple, hein, qui vont aller genre voilà faire essayer de redécouvrir ou découvrir hein, des spiritualités orientales en fait. Hein. Mais sauf qu'en fait on se rend compte quand on lit bien leur discours que pour eux, et ça c'est classique, ça s'écrit au 19e siècle, l'Orient est médiéval. Pourquoi ? Parce qu'au 19e siècle, l'Orient, en fait, hein, on se rend compte, par exemple, un auteur comme Victor Hugo, en 1829, il écrit Les Orientales. En 1832, il écrit Notre-Dame de Paris. Pourquoi ? Parce que pour eux, en fait, hein, il y a deux ailleurs à la modernité, hein, à la modernité industrielle. L'ailleurs temporel, c'est le Moyen-Âge. L'ailleurs géographique, c'est l'Orient. Voilà. Et c'est par hasard, d'ailleurs, s'il y a un supplément de Donjons et Dragons, ça s'appelle Al-Qadim, quoi, en fait. Voilà, quoi. C'est l'Orient des Mille et une Nuits, quoi, en fait. Voilà. Et donc, on n'a aucun problème à mélanger, en fait, hein, ces trucs-là, quoi. Donc, il y a plein de références médiévalistes et orientalistes qui sont mélangées, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... ouais. Ça, je prends une petite gorgée. Merci. Je reviens juste sur la dernière chose que vous avez présentée sur le rapport entre le passage lié à la guerre du Vietnam, etc. Mais dans ce passage du wargame vers le jeu de rôle, il y a aussi un changement, il me semble, je ne suis pas spécialiste du wargame, mais qui est lié aux façons d'investir la fiction et le jeu, bien sûr, qui est beaucoup plus individuel, non, puisque dans le wargame, on est... Voilà. Ben justement, c'est moi à mon avis. Alors en effet, il y a cette idée-là où en fait on construit en plus toute une histoire autour de la figurine qu'on joue en fait. Donc ça devient un personnage individuel. Mais à mon avis, c'est aussi lié à une image, encore une fois, une opposition assez binaire. Dans la guerre contemporaine, on est des masses. Le soldat fait partie d'une masse gigantesque, d'armée de masse en fait. Voilà. Au Moyen Âge, eh ben, on peut imaginer que les combats, c'est des combats d'homme-homme, même si encore une fois, c'est une vision très... Vous voyez, et donc il y a cette idée-là aussi. Donc, et il y a, à mon avis, ça joue beaucoup en fait, hein, cette image très idéalisée, voilà, au Moyen Âge. C'est un peu, vous voyez, encore une fois, ça sort pas de nulle part. Ça vient notamment de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre industrielle terrible, où vous avez des millions d'hommes qui sont opposés à des millions d'hommes. Sauf que on dit mais par contre dans le ciel, les aviateurs ils combattent un à un contre un. Ce sont des nouveaux chevaliers, quoi. Ouais. C'est étonnant en fait. Bah non, c'est pas étonnant. C'est qu'en fait encore une fois, la guerre propre, la belle guerre en fait où on combat avec honneur, ce qui est une blague encore une fois. Hein. Les aviateurs, les as, c'était des assassins en fait. Hein. Donc ils le disent eux-mêmes en fait. Hein. Ils prenaient les plus, ils visaient, ils fondaient du ciel sur des types voilà qui les voyaient pas arriver, quoi. Mais voilà, le truc c'est que il disait voilà, on dit là il y a la guerre honorable dans le ciel. En plus, il y a tout un truc en bas sur terre, c'est la gadoue, c'est le peuple qui se bat. En plus, ça peut par-dessus le marché. En plus, les aviateurs, c'était souvent des gens de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Hein. Dans le ciel, on est des chevaliers, quoi. En fait, hein, voilà. Là, c'est strictement. Enfin, moi, je pense que c'est un passage c'est un passage similaire, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Ouais. Avec en plus, voilà, et c'est vrai que ça aboutit à créer une histoire pour le coup. Parce que là, en effet, quand on crée un personnage unique, on va lui créer une histoire après. Donc, on va se créer ce qu'on dit en jeu de rôle, un background, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Voilà, bah, ça crée, là, pour le coup, c'est là, au fait, où le jeu de rôle ouvre des portes extraordinaires, quoi, en fait. Hein. C'est que là, en fait, un joueur, en fait, hein, il est pas, ou une joueuse n'est pas passif, en fait. Hein. Il doit être actif par rapport à son personnage, quoi, en fait. Hein. Donc, sauf quand le joueur ou la joueuse est très fatigué, voilà, il dort dans un coin, voilà. Donc, voilà. Ça arrive. Voilà. Moi, j'ai une question aussi. Vous avez parlé du creuset un peu contestataire de Berkeley et ça me fait penser, je me demande comment ou dans quelle mesure la fantasy et Donjons et Dragons ou les premiers jeux de rôle sur des thèmes de medieval fantasy se sont construits par rapport à la science-fiction, dans la mesure où par exemple si on prend Berkeley et quelqu'un comme Philippe Cadic qui est passé rapidement par Berkeley, qui a grandi dans ce type d'univers,
et aussi dans une forme de contestation de la réalité, en tout cas de la société américaine de l'époque. Donc est-ce que vous voyez des parallèles ou est-ce qu'ils sont construits de façon sur des rails un peu qui sont pas croisés Alors, Cadic et le jeu de rôle, je vous avoue que j'ai pas. Cadic et ou le la LSD, science-fiction ça, de l'époque. c'est sûr, ça, c'est. Mais Cadic et le jeu de rôle, je sais pas du tout s'il y a. Mais plus généralement la de science-fiction. toute façon, c'est quelque chose de contre-culturel encore à l'époque. Donc ça vient en fait, l'ASF en fait à l'époque, mine de rien, c'est perçu comme un truc contre-culturel, quoi. Donc la preuve, le gros succès de l'ASF des années 60, c'est Dune. Vous connaissez, je suppose. Il y a eu une petite fanfiction qui est sortie là récemment. Donc le premier projet d'adaptation de Dune, c'est Jodorowsky, quoi, en fait. Donc, dans les années 70, c'est Jodorowsky en termes de contre-culture. Bon, enfin, puis en plus, il faut voir le documentaire, il est sur Arte, là, en ce moment, où l'adaptation ratée qui s'est jamais faite, quoi. Quand on entend Jodorowsky, il est barré, quoi, en fait. Donc, voilà, mais donc, il a pris beaucoup de choses, à mon avis. Donc, et encore plus à l'époque. Donc, voilà, il y a cette idée, voilà. Et je pense que tout ça s'infuse. Et ce qui fait qu'en fait, assez classiquement, assez rapidement, il va y avoir des adaptations. Des jeux de rôle de science-fiction en fait. Donc même si dans mes souvenirs, alors après ça j'ai pas les chiffres en fait, mais le premier jeu, le premier gros succès en termes, enfin quoi que j'hésite, ça, je vais peut-être dire une bêtise, ça à vérifier, mais je pense qu'un des premiers gros succès de SF en jeu de rôle c'est Star Wars, quoi, en fait. Donc, mais parce que là il y a tout un univers en fait derrière qui est hyper connu, quoi. Donc il y a eu Traveller aussi, je pensais à Traveller aussi, mais je ne sais pas si ça a tant fonctionné que ça. C'est devenu un jeu de rôle mythique, quoi, en fait, mais voilà. Ça participe de tout ça, en fait. Donc, ça participe de tout ça, quoi. Donc, ça fait partie d'un même milieu contre-culturel. Mais encore une fois, dans les univers de SF, on se rend compte qu'en plus, il y a souvent des éléments de médiévalisme, en fait. Donc, qui sont très présents, même dans des univers de SF qui ont l'air comme ça très durs, en fait, très sans magie. En fait, bon, Star Wars, il y a de la magie, c'est de la space fantasy pour moi. Mais par exemple, Star Trek, on pourrait dire, c'est un univers de SF très strict, etc. Et tout, sauf qu'en fait, les éléments de médiévalisme sont très présents, notamment chez les extraterrestres, notamment chez les Klingons, par exemple, qui sont un peu les adversaires, quoi, en fait, voilà. Et après alliés, enfin, ça dépend, en fait. Donc voilà. Et donc évidemment, c'est encore une fois, on est dans un ailleurs, quoi, en fait, voilà. Là, les humains, ça représente le monde moderne. Les Klingons, c'est un peuple resté au Moyen-Âge, quelque part, quoi. Donc, c'est des espèces de samouraïs vikings de l'espace. Voilà. On dit comme ça, c'est vachement. C'est attirant, en plus. Voilà. Ouais. Moi, je suis pas du tout rôliste et je connais pas cet univers. Personne n'est parfait. Quoique. Mais il n'est jamais trop tard. Je suis collègue avec Olivier, donc c'est bon, je commence à assimiler quelques trucs. Mais en fait, moi, quand il m'expliquait un peu le jeu de rôle, je faisais un parallélisme avec le théâtre. Parce que ça, je fais du théâtre avec les matchs d'impro. Donc, où chacun, même si on n'a pas de dialogue, on a un rôle, on sait qui on est, on sait ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Et je voulais savoir si, pour ma culture, si ce parallélisme est légitime ou si je... Il est légitime parce que, alors après, c'est quelque chose, je pense pas que c'était très étudié. À ma connaissance, après, encore une fois, mais je pense qu'il est légitime pour plusieurs raisons. C'est que, par exemple, quand on prend la SCA, donc la Society for Creative Anachronism, il y a un aspect théâtre d'impro, parce que les gens étaient déguisés quand ils venaient dans des espèces de tournois, et puis ils jouaient eux-mêmes leur rôle, en fait, mais là, avec eux-mêmes, quoi, en fait, hein, donc, voilà, avec un costume et tout, quoi. Donc, et vu qu'il y a des gens qui faisaient à la fois, et encore une fois, je pense qu'il y a un côté aussi... Voilà, le théâtre d'impro, c'est un peu contre-culturel aussi à l'époque. Vous voyez, donc il y a à mon avis tout un truc, il y a tout un truc en fait qui rentre là-dedans, quoi. Donc et le jeu de rôle, après ça dépend comment on joue en fait, hein, mais il y a plein de ponts possibles. Hein, déjà quand on joue un rôle en fait, hein, donc il y a des joueurs qui s'investissent pas du tout dans leur rôle, d'autres qui, moi j'aime bien, voilà, prendre des voix différentes, voilà. Faire le zozo, enfin voilà, donc voilà, c'est toujours, j'aime bien faire le zozo au jeu de rôle, quoi. Donc, mais le truc, c'est très cathartique, mais le truc, c'est que c'est, voilà, on improvise un rôle, et en plus, si on prend en plus le fait qu'il existe des jeux de rôle grandeur nature, qui est une espèce de mélange là cette fois entre la SCA et puis des jeux de rôle où là on joue avec des règles, mais on joue vraiment un scénario, soi-même avec son propre corps, avec un costume. Bon, là, on est vraiment dans un mélange en fait. Hein.
Mais il y a ouais. Enfin, après, ça, c'est des choses, on peut carrément creuser, quoi, en fait. Hein, donc, on peut carrément creuser. Mais avec un aspect qui est très important, je pense, dans le jeu de rôle, qui n'est pas forcément présent dans le théâtre d'impro, qui est un aspect carnavalesque, en fait. Au sens vraiment premier, tout comme dans les fêtes médiévales, d'ailleurs, hein, donc, c'est que c'est un carnaval, c'est un rite d'inversion. On a étudié ça en anthropologie. En fait, voilà, le rite d'inversion, c'est pendant un bref instant, dans un lieu précis donné, un laps de temps donné, les valeurs sociales sont inversées jusqu'à une certaine limite. Hein, voilà, donc, et donc, le jeu de rôle, c'est ça. Le jeu de rôle dans la nature, c'est ça, parce qu'en fait, vous êtes dans un espace donné, un lieu donné, un temps donné. Et là, en fait, vous jouez notamment dans des jeux de rôle de fantasy. En fait, hein, vous jouez dans un ailleurs, en fait, qui est pas l'époque industrielle, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle, en fait, hein, à ma connaissance, où on va jouer, bonjour, t'es plombier, et puis tu vas aller faire, j'ai rien contre les plombiers, total support, hein, je veux dire, mais voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible, ça, en fait, hein, donc on joue en fait dans des ailleurs, en fait, voilà, donc il y a un aspect carnavalesque. Je pense pas que ça soit forcément ça. Après, je connais pas très bien le théâtre d'impro, donc je veux pas, voilà, mais il y a un aspect qui est très fort, carnavalesque, qui est très fort dans le jeu de rôle dans la nature et dans les fêtes médiévales aussi, d'ailleurs, donc ouais. Merci bien pour les réponses. J'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Et, vous dites le jeu de rôle, ça s'est vachement développé dans une contre-culture un peu anti-guerre, tout ça. Mais pourtant, le Moyen-Âge, c'est quand même vachement attaché à une idée d'affrontement et tout ça. Et vous dites qu'il n'y a pas de jeu de rôle où on interprète un plombier. Alors, je ne connais pas toutes les... Voilà. Mais en fait, un plombier de l'espace, on peut. C'est un plombier de l'espace, on peut. Non, mais il y a des jeux de rôle, on va dire, qui sont plus politiques, ou c'est plus un peu du débat. Et pourquoi c'est pas des jeux comme ça qui ont émergé pour des gens qui étaient contre l'affrontement et qu'à chaque fois, il faut tuer un méchant, en fait, ou voler quelque chose, ou c'est vraiment quelque chose d'hyper... C'est une très bonne question. Et vous savez quoi, je pense que je peux y répondre en continuant mon intervention. Mais il y a une autre question. Donc on va, voilà, je veux pas que le monsieur se... Non, allez-y. Ça va, c'est pas... De toute façon, on a 4 heures. Hein, donc, Non, l'idée c'était de voir effectivement l'émergence, le contexte, on va dire, historique, le rapport au Vietnam et tout. Mais il me semble, voir un peu comment vous vous positionnez, il me semble qu'il y a aussi une thèse qui se développe, c'est aussi l'idée que pourquoi le Moyen-Âge tout d'un coup, pourquoi ce succès, cet engouement pour ces univers de fiction-là. Certains, c'est une thèse qu'on trouve développée aux États-Unis, mais aussi en France, avec l'idée aussi qu'on a un moment de transformation des classes sociales, etc. Avec l'idée que le jeu de rôle apparaît comme une espèce de reclassement symbolique. C'est-à-dire c'est un moment du chômage de masse chez les jeunes, d'un avenir social un peu incertain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire par la suite, et que en fait, le Moyen-Âge apparaît comme une société très intégrée, où on a des carrières, en fait, on se lance dans des carrières, etc. Et donc c'est une thèse qui se développe un peu pour essayer d'expliquer pourquoi tout d'un coup on va avoir une jeunesse, et c'est pas n'importe quelle jeunesse en plus, c'est plutôt une jeunesse diplômée, etc. Alors c'est très intéressant comme thèse, j'avoue que je connaissais pas les travaux, je connais si vous avez des... C'est un peu la thèse que va porter en France Trémel par exemple, dans Les Faiseurs de Monde, et je me demandais si c'était quelque chose... Alors en fait, moi vous avez raison, à mon avis c'est une thèse qui est très intéressante, parce que je vais en parler un petit peu, c'est qu'il y a vraiment l'idée dans le jeu de rôle, même si ça paraît bizarre encore une fois, en plus ça peut paraître antithétique avec ce que je viens de dire en disant en gros voilà, le jeu de rôle c'est une réaction à la modernité, mais sauf qu'en fait c'est quand même un produit moderne en fait, le jeu de rôle. Et donc ça porte aussi des valeurs qui sont associées à la modernité, et notamment la liberté individuelle. Et notamment l'idée d'une forme de liberté, alors vous allez voir, en plus les références médiévalistes, elles sont assez étonnantes en fait, hein, d'une forme de liberté qui conduit au self-made man, quoi, en fait, voilà. Donc, et en effet, dans beaucoup de jeux de rôle, Donjons et Dragons, on commence niveau 1, et on finit niveau 242, voilà. Donc, en tout cas, on dit voilà. Donc, mais voilà, on finit au niveau, et puis généralement on commence grouillot, et puis on finit avec un fief, quoi, en fait, voilà. Donc et donc il y a vraiment cette idée-là qui est très forte, quoi. Et en effet, Donjons et Dragons sort en 74, on est après le premier choc pétrolier. Et par exemple, moi je suis tombé sur une interview de Stafford, qui était le créateur d'un autre jeu de rôle, de RunQuest en fait, et lui en 79, il dit dans une interview, concrètement le jeu de rôle, oui, je pense que ça va avoir du succès, parce qu'aujourd'hui en fait, on est face à une crise très lourde,
Et donc en fait les gens ils vont trouver une forme d'accomplissement là-dedans quoi, en fait. Hein. Donc il y a un aspect, oui évidemment il y a un aspect comme ça quoi. Donc et lui, il est créé en 79, et là, on est après la seconde crise du pétrole. Hein, donc, et là, il y a vraiment l'idée que voilà, on est à la fin de l'industrie et tout. Voilà, donc c'est une espèce de peur voilà, par rapport à ça. Quoi. Je vais avancer. Juste, alors, par rapport à ça, vous allez voir, ça peut paraître très bizarre, mais je vais. Cette idée de liberté individuelle, en fait, hein, elle est aussi présente dans l'imagerie médiévaliste. Pourquoi ? Parce qu'à partir du XVIIIe siècle, on associe le barbare, l'imagerie du barbare du Moyen-Âge, en fait, hein, donc le barbare germain, le barbare viking, à une liberté individuelle. Vous avez cette idée-là chez Montesquieu. Hein, il dit concrètement la démocratie en fait est née dans les forêts de Germanie. En fait, voilà, donc, vous avez par exemple là cette idée chez Paul-Henri Mallet. Paul-Henri Mallet qui est celui qui va traduire en français les Eddas, donc les textes mythologiques nordiques. En fait, hein, donc, voilà. Et il dit concrètement, alors il reprend la théorie des climats de Montesquieu, je ne sais pas si je vous le résumer très basiquement en fait. Hein. Quand il fait chaud, on est mou, et donc concrètement, on est plus sujet à la tyrannie. Je résume à grands traits, et quand il fait froid, on est costaud, voilà, et donc concrètement, on est indépendant, et donc on est libre. Voilà, et donc concrètement, voilà, donc, et il y a vraiment cette idée, voilà, je résume à très gros traits, en fait, voilà, donc, et c'est ce que Mallet il reprend ça en fait dans ce texte-là, donc l'introduction à l'histoire du Danemark en deuxième édition en 1763, en fait, hein, donc voilà, il disait les nations nordiques étaient les plus libres et les plus guerrières de la terre, donc on revient, vous voyez, à l'histoire de la guerre là, en fait, hein. Ça c'est important en fait, vous allez voir, hein, donc, hein, et il continue en fait, hein, donc c'était parce que leur merci beaucoup, donc merci, c'est gentil. C'était parce que leur climat et leur genre de vie leur donnaient cette force de corps et d'esprit qui rend capable des actions longues et pénibles, grandes et hardies, parce que la force de leur corps entretenait chez eux ce courage, cette opinion de la valeur, cette impatience des affronts et des injures qui fait haïr toute autorité arbitraire. Voilà. Donc concrètement, vous faites de la muscu, vous êtes forcément un démocrate. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc, alors évidemment cette idée-là, je vais devoir résumer à très grands traits, hein, mais vous avez plein d'étapes au 19e siècle qu'elle est reprise et tout, y compris par des gens de gauche en fait. Hein, donc, quand vous lisez quelqu'un comme Engels par exemple ou Marx en fait, hein, Engels il le dit, hein, il dit des trucs comme ça, il dit en gros pour lui la démocratie, en fait les peuples germains en fait étaient des démocrates en fait, hein, ou des proto-communistes en fait. Hein. William Morris c'est pareil en fait, hein, donc voilà. Donc, mais encore une fois, c'est une vue de l'esprit, hein, donc c'est une vue de l'esprit. Mais ce qui est assez frappant, c'est que peu à peu, ça se transmet, et ça se transmet dans la littérature populaire, notamment, par exemple, chez Howard. Howard, en fait, hein, Conan, quand on lit bien Conan, en fait, hein, Conan, c'est donc un héros barbare, en fait. Hein, donc, voilà, donc là, vous avez un bouquin donc, de chez Lancer, hein, donc, mais ça parle d'une nouvelle qui s'appelle La Citadelle écarlate, en fait, hein, donc, qui est très importante. Et quand on lit bien, notamment cette nouvelle, en fait, hein, voilà, Conan, il est prisonnier hein, dans un donjon. Il est prisonnier dans un donjon et il dit en gros il est prisonnier par des types qui sont des espèces de rois, enfin qui sont des rois qui se soulèvent contre lui en fait, hein, donc et en fait alors que Conan est devenu roi d'Aquilonie, mais lui Conan il venait de rien en fait, hein, donc il est devenu roi et il dit je suis devenu roi en fait, j'ai trouvé l'Aquilonie au moins d'un port dans votre genre, donc en gros un aristocrate en fait qui avait hérité, capable de retracer sa lignée sur 1 millier d'années. Le pays était déchiré par des guerres auxquelles se livraient les barons et le peuple, c'est moi qui souligne, hein, et le peuple n'en pouvait plus, écrasé d'impôts et maltraité. Aujourd'hui, pas un noble d'Aquilonie n'oserait menacer le plus humble de mes sujets, et les impôts, ils sont plus légers que partout ailleurs au monde. Donc concrètement, Conan, c'est une espèce de démocrate self-made man, quoi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Et évidemment, ce qui est assez frappant, c'est que voilà, donc il y a vraiment cette voilà, donc c'est pareil, il dit ce dont vous avez hérité sans enlever le petit doigt, si ce n'est empoisonner quelques frères, je me suis battu pour l'avoir. Donc il y a vraiment cette imagerie qui est très forte en fait. Hein, donc ce qui est assez frappant, c'est que dans cette nouvelle en fait de la Citadelle écarlate, qui est une des premières nouvelles de Conan, Conan est prisonnier, hein, donc il est tombé dans une embuscade avec sa troupe en fait, et il est prisonnier d'une espèce d'immense forteresse. Et dans cette forteresse, en fait, hein, il va se libérer tout seul de ses chaînes. C'est l'image que vous avez là, en fait. Hein, donc voilà, donc il va se libérer tout seul de ses chaînes, alors qu'il est confronté à un immense serpent, en fait. Et donc, hein, il va s'enfuir en fait de cet immense donjon. Hein, donc, en passant par les sous-sols, il va se libérer. Et donc après, il va revenir parce que pas content, puis il va latter tout le monde. Voilà. Donc voilà.
Je résume, moi c'est une super nouvelle, c'est hyper bien écrit quoi, en fait, hein, donc c'est hyper efficace qu'en fait. Hein. Et ce qui est assez frappant, alors je passe très rapidement là-dessus, mais en fait il faut se rendre compte que Conan il incarne le barbare, incarne la liberté et tout, et en face de lui le despotisme il est incarné par la vieille aristocratie, mais aussi hein, la nouvelle s'appelle la Citadelle écarlate. C'est le château en tant que tel hein, qui incarne une forme de qui incarne ce despotisme là en fait, hein, qui incarne ce despotisme qui empêche donc l'homme libre de s'exprimer. Je passe là-dessus très rapidement parce que ça c'est un peu trop compliqué. Mais ce qui est assez frappant, c'est que et d'ailleurs c'est dit ouvertement en fait hein, dans cette nouvelle là encore une fois. Il est dit en bas, hein, la citadelle surplombait tout ce décor tel un condor planant au-dessus de sa proie. Parce qu'en fait, quelque part, ce qui incarne le despotisme, c'est à la fois la citadelle et à la fois les monstres qui sont dedans, en fait. Hein, et quelque part, affronter ces monstres-là, les vaincre, et bien quelque part, c'est devenir, en fait, hein, c'est se libérer, et donc c'est devenir, hein, c'est incarner un homme libre et moderne, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de nouvelles de Conan. Et je spoil un petit peu, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre, mais en fait, vraiment, Conan, et notamment cette nouvelle-là, et sa version après, parce que Howard il a fait une version en roman en fait, hein, donc plus grande. Ça va être une des inspirations majeures de Gygax en fait, hein, quand il va créer, il va créer Donjons et Dragons. Et c'est notamment pour ça en fait. Hein, alors là je saute un petit peu. Alors, c'est pareil, dites-vous en fait hein, encore une fois l'idée que la citadelle, le donjon incarne l'ancien régime dont il faut se libérer pour devenir des modernes. Bon voilà, c'est pas nouveau en fait, hein. Donc il y a vraiment cette idée qui est très forte, hein. Et vous le retrouvez partout dans la culture populaire, hein. Enfin, je pourrais vous donner des exemples partout, par exemple, y compris chez les super-héros, hein. Par exemple là vous avez donc un des premiers comics de Superman en 40, hein, où Superman c'est l'homme moderne en fait, hein, et il affronte un vilain hein, qui est dans un château en fait, hein, qui s'appelle Zolar. Voilà, et là c'est pareil, vous avez une nouvelle de Conan en fait, hein, qui s'appelle La Tour de l'éléphant. Encore une fois, et ben ça finit, c'est une espèce de donjon en fait, hein, et Conan libère en fait, on va détruire le maître du donjon en fait, hein. Conan c'est un voleur et donc à la fin de cette nouvelle, et bien la tour s'effondre en fait. Hein. Et encore une fois, hein, alors là c'est parce que ça, normalement sur mon Mac c'était vachement mieux, c'était beaucoup plus beau, mais voilà bon en fait. Là, cette image-là, en fait, hein, de héros pénétrant dans un donjon, affrontant des monstres et tout, ça reprend cette imagerie, hein, cette espèce de parcours en fait, hein, de l'homme moderne en fait, hein, qui quelque part détruit l'ancien régime et devient une espèce de self-made man moderne en fait. Voilà, donc, et encore une fois, là vous lisez ce texte de Gygax hein, qui est dans Dragon Magazine hein, donc en 85. Hein, quand je suis tombé sur une nouvelle de Robert Howard, j'ai bu la première gorgée de cet élixir de la fantaisie auquel je suis devenu accro. Encore aujourd'hui, je me souviens de ma première lecture de Conan le Conquérant. Et en fait, Conan le Conquérant, c'est l'autre titre de L'Heure du Dragon. Et L'Heure du Dragon, c'est la version roman de la nouvelle, hein, en fait, hein, donc La Citadelle écarlate. Hein. C'est vraiment la même trame, en fait. Hein. Le seul roman à part entière de Howard. Après avoir dévoré ce morceau de Sword and Sorcery, ma conception du récit d'aventure ne fut plus jamais la même. Et donc, concrètement, ça veut dire que les aventures de Donjons et Dragons qui se déroulent, ou encore, c'est dans le titre, hein, on va dans un donjon et on affronte un dragon, ça reprend cette trame en fait howardienne, conanesque, où en fait vous avez des personnages qui incarnent des modernes qui vont détruire en fait une forme en fait de pouvoir ancien en fait. Et donc en faisant ça, ils vont s'accomplir, ils vont devenir des individus accomplis. Et d'ailleurs la preuve, hein, vous avez cette image de Frazetta. Bon bah voilà, quand vous prenez cette couverture de Larry Elmore à côté hein, pour la boîte rouge en fait de 83, c'est la même construction. La même construction en imagerie, en fait. Sauf les chaînes en moins, en fait, hein, évidemment, parce que voilà. Mais il y a vraiment cette idée qui est hyper forte, parce qu'encore une fois, le héros que décide de dessiner Elmore, en fait, hein, c'est un barbare, en fait, hein, parce que c'est une imagerie qui est sous-jacente, mais pour moi, hyper importante. Et donc, quelque part, hein, cette espèce d'imagerie guerrière, hein, elle s'explique aussi à travers ça, quoi, en fait, voilà. C'est en gros, on veut être des individus libres, hein, et donc, hein, quelque part, pour se prouver qu'on est des individus libres, il faut affronter le monstre étant en fait hein, cette espèce de pouvoir ancien, ce passé ancien qu'il faut détruire pour devenir des individus accomplis. Voilà. Encore une petite pause, parce qu'on m'a ramené un café, donc voilà. Et comme ça, si vous avez d'autres questions, et puis après on passe à la dernière partie où...
Oui, on a le temps. On a le temps. Alors, allez, ouais, attendez, juste, on va prendre le micro. Je pense le coup du barbare pour Voltaire, le barbare, ça voulait pas dire qu'il n'est pas civilisé ou... Alors, c'est là justement où toute l'imagerie médiévaliste, c'est pas un gros bloc en fait. C'est pas on aime ou on déteste le Moyen-Âge. Il y a des gens qui vont prendre des éléments du Moyen-Âge, ils vont dire bah ça j'aime bien, ça je lui donne une valeur positive. Et ils vont prendre d'autres éléments, genre bon, on donne une valeur négative. Chez les gens des Lumières, l'image, par exemple, l'image du château, c'est négatif. L'image du château, c'est genre ah c'est le donjon, c'est là où les gens étaient torturés, etc. et tout. Par contre, l'imagerie du barbare, elle est positive. Parce que, encore une fois, on dit bah, le barbare, c'était là où les gens étaient libres, en fait. Voilà, donc, ça peut paraître antithétique comme ça, mais vraiment, on se rend compte que c'est quelque chose. En fait, le médiévalisme, c'est pas juste encore une fois, c'est pas un gros bloc, en fait. Donc, c'est pas on aime ou on déteste le Moyen Âge, en fait. Donc, c'est pareil. Enfin. Bon, voilà, je sais pas si j'ai répondu en fait. Donc, et c'est pareil, ça va de pair en fait l'imagerie du bon barbare, du barbare libre, ça va de pair avec l'image du bon sauvage, quoi, en fait. Ben, c'est vraiment ça. C'est Rousseau en fait, voilà, il sort de ça en fait. En gros, en fin de compte, on dit bah ces gens-là, ils n'ont pas été civilisés, donc quelque part, ils ont une espèce de pureté originelle en fait, qui a plu en fait, donc qui a plu quoi. Donc voilà. Ouais, enfin c'est le bon sauvage, c'est plutôt Rousseau quoi. Ouais, c'est voilà, l'imagerie du bon sauvage quoi en fait. Donc ouais. Est-ce que à travers ce médiévalisme, il n'y a pas aussi une espèce d'échappatoire sur le côté traditionnaliste religieux qu'il pouvait y avoir aux États-Unis dans les années 60-70 et encore même maintenant? En fait, dans le médiévalisme, justement, un rejet de ce truc-là, en fait. Alors, c'est très possible parce que, par exemple, dans la citation que je vous ai mise tout à l'heure de George R.R. Martin, vous pouvez garder votre paradis, j'irai en terre du milieu. En fait, bon, là, ouais, assez nettement, quoi. En fait, mais encore une fois, ça dépend, parce que, y compris chez des religieux, en fait, donc chez des religieux ultra aux États-Unis, en fait, l'imagerie, par exemple, de la croisade, elle est hyper présente, quoi. Vous voyez, donc ça, c'est donc bon. Et encore plus aujourd'hui, quoi. Donc, mais voilà, c'est hyper présent. Donc c'est encore une fois, c'est pas un bloc le médiévalisme en fait. Donc, mais par contre, c'est clair qu'en fait, il y a tout un courant, notamment dans les années 80, il y a tout ce qu'on appelle la satanique panique en fait. Donc, où en gros, bah, il y a plein de gens, notamment les milieux ultra conservateurs, vont cibler le médiévalisme, en fait, le médiévalisme magique en fait, qui utilise l'imagerie magique de la fantaisie, etc. et tous des démons, etc. et tout, en disant, notamment utilisé dans le métal ou dans le hard rock ou dans les jeux de rôle, en disant ah mais en fait ces gens-là c'est des satanistes en fait. Donc voilà. Et voilà, donc là il y a c'est et pourquoi ils font ça, c'est qu'en fait ils associent le jeu de rôle et le hard rock à de la contre-culture. Sauf que là, ce qui est assez frappant, c'est qu'on est dans les années 80. Bon, le hard rock dans les années 80 et même le jeu de rôle comme Donjons et Dragons, c'est plus des structures très contre-culturelles qu'en fait. C'est en train de devenir des trucs de masse qu'en fait. Donc ils sont attaqués en fait à des industries de masse, enfin des industries qui sont en train de devenir des industries de masse, quoi. Donc alors que voilà, l'aspect contre-culturel dans Donjons et Dragons dans les années 80, c'est plus dans d'autres jeux de rôle en fait qu'on va le trouver, quoi. Donc mais ouais, c'est voilà. Donc, et donc il va y avoir une espèce de clash en fait, justement entre les courants conservateurs en fait, donc conservateurs américains et puis le monde des jeux de rôle en fait. Donc et ce qui est assez c'est assez frappant d'ailleurs, parce qu'il va y même avoir une assoce qui s'appelle Bad Bothered About Dungeons and Dragons, donc ennuyé par Donjons et Dragons en fait, voilà. Donc où ils vont sortir des BD en fait, voilà, en disant en gros que les gens ils finissaient par être sacrifiés pendant des parties. Enfin voilà, ils étaient bien partis. Enfin voilà, quoi. Donc, il y a eu le film avec Tom Hanks, en plus il y a une histoire aussi avec un gars qui s'était suicidé, voilà, donc on sait pas, qui jouait au jeu de rôle, mais on sait pas si c'était lié au jeu de rôle, et puis ça a fait en effet voilà quoi, ça a fait le buzz pendant un moment, et en France ça arrivait 10 ans plus tard, voilà, donc avec l'émission de Mireille Dumas, voilà, on était tous des gens bizarres, voilà, donc voilà, donc mais c'est un peu vrai qu'on est des gens bizarres, quoi, en fait.
Voilà, mais bon, ouais, c'est... Ouais. Le micro... Ouais, donc, du coup, sur cette, si on continue sur cette métaphore monde moderne, oppressant, et donc du coup on va chercher dans l'imaginaire médiéval une contrepartie. Du coup, peut-être j'anticipe sur la suite de la présentation, mais en termes de genre, donc là on est sur un monde hyper masculin, et du coup est-ce qu'il y a aussi l'idée qu'on va chercher dans un monde où il y a une émancipation féminine des valeurs aussi plus refuge pour des hommes, complètement. Évidemment, c'est ce qui se passe. Là, on est dans les années 60-70. On est à une époque de la seconde vague de féminisme, en fait, donc avec notamment le MLF aux États-Unis. Voilà, donc, et évidemment, ça, en effet, j'anticipe sur la troisième partie, mais évidemment, le jeu de rôle des années 70, 80, 90, il est très majoritairement masculin. On a même des statistiques. Moi, je peux même le dire, parce que moi j'étais rôliste dans les années 80, j'ai commencé dans les années 80, moi j'étais ado et tout, mais on n'était que des mecs en fait, donc que des jeunes mecs, voilà, donc avec des réflexions de jeunes mecs, voilà, de l'époque, voilà, donc c'était... Et donc voilà, évidemment. Et il y a un aspect refuge, refuge, et puis en plus on se projette, parce que, encore une fois, et là on retrouve encore une fois des valeurs guerrières, c'est qu'évidemment, quand on est... pour caricaturer, quand on est un geek, voilà, quoi, donc, ou un nerd, en fait, voilà, et on s'imagine être un gros barbare musclé, bon, on a des comptes à régler, en fait, voyez, donc, entre guillemets, quoi, donc, surtout quand on a 14 ans, quoi, en fait, voyez, donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, et évidemment, enfin, et ça se voit même dans la production, en fait, donc, vous allez voir, en fait, dans l'imagerie, c'est extrêmement parlant. Et tout ça, c'est lié, en fait, évidemment. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des joueuses à l'époque, mais elles étaient très minoritaires, et comme dans les jeux vidéo en fait aussi, on peut faire un parallèle aussi en fait, et la production faite par des femmes a mis beaucoup de temps même à être là en fait, à exister quoi en fait, et puis à s'imposer. Bon, maintenant aujourd'hui ça change de plus en plus, fort heureusement, mais ça a mis beaucoup de temps quoi en fait, et en effet c'était quelque chose de très masculin. Très très masculin. Même si encore une fois ça dépendait, parce que vous voyez par exemple, à la SCA par exemple, là pour le coup la SCA c'était très différent quoi en fait, donc, parce que c'était lié encore une fois à tout un milieu néo-païen, féministe et tout, voilà, avec la Wicca, etc. et tout, donc là c'était un peu différent. Même si après voilà, on pourrait en parler, parce qu'il y a eu des voilà, parce que c'était un féminisme un peu particulier quoi en fait, donc mais voilà, là en effet c'est clair que le jeu de rôle, je peux même vous montrer les stats en fait, là c'est des stats en fait, donc c'est quand même assez parlant, où on a des stats très rapidement en fait, donc bon, vous voyez en 78, alors après c'est des stats, c'est pas des sondages hyper faits avec une méthodologie sociologique parfaite, donc voilà, donc, mais c'est encore une fois, ça c'est parlant en fait, en 78, 97,7% d'hommes, 2,3% de femmes, voilà. Donc, et par contre, quand on avance petit à petit, alors c'est aux États-Unis en fait, mais voilà, quand on est aux États-Unis, enfin, quand on avance petit à petit, eh bien, ça évolue. Mais vous voyez qu'en fait, on est en 99, donc 20 ans. On est passé à 81%, 19%, mais ça reste quand même massivement masculin. Et la bascule commence à avoir lieu en fait, à partir des années 2010 en fait, où là en fait petit à petit ça évolue largement. Et encore une fois, évidemment, tout cet aspect-là, il est dû à cette imagerie. Encore une fois, je reviens à ça. Et c'est ça qu'en fait, voilà, c'est le corps puissant. Voilà, donc viril en fait, et preuve de liberté, permet d'avoir de la liberté quoi. Et donc concrètement, voilà, on imagine en fait, on imagine ce corps puissant, on se projette dans un univers comme ça en fait, et vous avez évidemment cet aspect-là, chez Howard en fait, Conan, il faisait partie des immensités sauvages, ne faisait qu'un avec les éléments indomptés de la vie, voilà, donc voilà. Et vraiment, là, je mets un exemple que j'ai déjà mis ailleurs. En fait, mais là, par exemple, vous avez une pub en 1922. Et d'ailleurs, c'est les années 20. Conan est créé en 32, mais les années 20, c'est le début du culturisme aux États-Unis, notamment. Donc, voilà. Et il y a vraiment, même ça commence même au fin 19e, parce qu'au 19e, il y a ce qu'on appelle, il y a un courant. Alors, c'est un courant. Le nom est bizarre, en fait, mais ça s'appelle le christianisme musculaire. Voilà, donc.
Et il y a tout un courant comme ça qui dit, et qui a une énorme influence en fait, qui dit l'homme, quand on dit l'homme, c'est évidemment l'homme blanc, donc ça c'est très important. L'homme blanc dans les villes modernes s'amollit, se dévirilise, et donc quelque part pour retrouver cette virilité, faut faire du sport, il faut aussi retrouver la nature, quoi, en fait. Et évidemment, on va prendre comme modèle des barbares médiévaux en disant voilà, ça c'est des gens qui étaient costauds, quoi. Il faut retrouver ce modèle-là, quoi. Donc, un type qui était fan de ça, notamment, c'est le premier Roosevelt, Teddy Roosevelt, le premier président Roosevelt, qui lui en fait était allé. Alors il y a un parallèle aussi. Il y a un parallèle très fort à faire entre l'Ouest et puis le médiévalisme en fait. Donc toute le mythe de l'Ouest et le médiévalisme, mais lui il allait dans l'Ouest en fait. Mais sauf qu'il était aussi fasciné par le Moyen Âge et tout. Et donc voilà, il dit voilà, il venait vraiment de la haute bourgeoisie de la côte Est. Et donc pour se renforcer en fait, il disait voilà, il est à partie devenu cow-boy en fait. Donc tout un truc comme ça. Et il y a vraiment cette peur en fait de la dévirilisation notamment de l'homme blanc en fait. Et donc voilà, là vous avez une pub en fait. Donc voilà, un homme sauvage vivait jadis dans la forêt, il n'avait peur ni des autres hommes ni des bêtes. Il portait une grande massue, ouga, avec laquelle il combattait ses ennemis dans la jungle. Sa vie rude et active au grand air lui donnait la force des bêtes. Il était un surhomme en termes de santé et de force. Voilà, mais qui, on va paraître comme ça, mais qui aujourd'hui veut être un homme sauvage? L'homme moderne, il y a aujourd'hui parmi nous des hommes bénéficiant eux aussi d'une force et d'une santé parfaite. Ce ne sont pourtant pas des hommes sauvages, ce sont des hommes d'esprit qui sont devenus des capitaines d'industrie. Donc vous voyez, encore une fois, on a cette image de l'homme libre, en fait, c'est aussi le self-made man, quoi. Donc voilà, et quand vous voyez Musk qui dit je fais de la muscu, c'est la même chose en fait. Voilà, donc c'est strict. Et pareil pour Zuckerberg en fait. Qui sont fascinés par le MMA, des trucs comme ça. Bon bref. Voilà. Et donc évidemment cette imagerie là. Plus on est viril, plus on est puissant en fait. Plus on est libre. Et donc évidemment plus on est viril, plus on a des femmes. Voilà. Donc là vous avez la couverture de Conan de 66 de Frazetta. Frazetta c'est un très grand artiste en fait, mais alors c'est frappant même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles de Conan de Warren, elles n'étaient pas très lues en fait, jusqu'en 66, jusqu'à la sortie de cette version-là, cette édition-là de Lancer en fait, qui était avec des couvertures de Frazetta. Et les couvertures de Frazetta ont fait que les nouvelles de Conan se sont vendues à plusieurs millions d'exemplaires. Il y a vraiment et donc évidemment cette couverture de Frazetta, vous voyez, vous avez Conan, puis il y a un monceau de cadavres en dessous de lui avec des ennemis, il y a une épée placée au bon endroit, voilà, et puis vous avez une femme qui est à genoux, et juste à côté, là vous avez la couverture en 66, en 70, vous avez Marvel qui commence à sortir les premiers comics Conan, et évidemment la couverture, vous avez pareil Conan avec une épée, et puis plein d'ennemis, et puis vous avez une femme à ses genoux. Et même, moi, je me suis amusé, pour mon bouquin sur les super-héros, en fait, je me suis amusé à faire des stats, en fait, sur les comics Conan, en fait, où vous regardez des stats, c'est frappant, en fait. Les femmes, elles sont souvent dans des positions extrêmement soumises, en fait. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des personnages de femmes guerrières, mais c'est des exceptions plus que des règles, en fait. Et c'est pareil, parce qu'il y a deux comics Conan, le Savage Sword of Conan et Conan the Barbarian. Et c'est strictement la même chose. Et évidemment, cette imagerie-là, si vous reprenez cette image, d'ailleurs, je remets cette image très rapidement, j'aurais dû la mettre. Je reprends cette image de Frazetta. Vous la retrouvez, mais je pourrais mettre 50 exemples. Vous la retrouvez évidemment sur des couvertures de jeux de rôle. Par exemple celle-là, quoi. RunQuest 87 édition française, où vous avez à peu près la même chose. Là vous avez un jeu vidéo. Vous avez un jeu vidéo qui s'appelle Barbarian The Ultimate Warrior. Subtil à souhait, voilà. Vous avez à peu près la même couverture, voilà. Et je vous ai même mis un petit gif, voilà, où on voit. Le but du jeu, c'est vous êtes deux barbares, vous êtes un barbare, vous combattez un autre barbare, et puis voilà, une fois que vous avez tué tous les méchants, vous avez la jeune femme en bikini. Voilà, et ce qui est assez frappant, c'est quand on prend des suppléments Donjons et Dragons. Là, j'ai pris des suppléments dont j'aime beaucoup les couvertures, qui étaient un peu les suppléments que j'avais quand j'étais gamin, en fait. Gazetière, sur le monde de Mystara. Quand vous regardez les couvertures, vous remarquez qu'il y a très régulièrement, pour rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'orientalisme, encore une fois, vous avez très souvent des femmes en fait, qui sont présentes en fait, qui sont présentes aussi de manière un peu dénudée et tout,
est sexualisé en fait. Donc voilà, donc là c'est pareil en fait, donc assez régulièrement. Voilà, et je me suis fait encore une fois des petites stats, voilà, assez faciles en fait. Donc voilà, sur les 15 suppléments, on aperçoit des personnages féminins 13 fois en fait. Ces personnages féminins sont sexualisés 11 fois en fait par divers procédés iconographiques, décolletés, tenues légères, etc. Et en fait, sur les 4 gazettières sans personnages féminins sexualisés, 3 sont consacrés à des races non humaines, nains, orques, petits gens. Donc évidemment, on ne va pas fantasmer sur une orque en fait, voilà. Ou alors chacun son truc. Je ne juge pas, voilà. Donc voilà. Donc, et ce qui est assez fascinant, c'est que toute cette imagerie-là, en fait, donc même sous le ton de la blague, cette imagerie très masculine sur les jeux de rôle, très viriliste où on joue des guerriers et tout, en fait, donc quelque part, on a besoin de se projeter dans un Moyen-Âge imaginaire pour être, pour coller à cette imagerie de guerrier, etc. et tout, parce que dans la réalité, en fait, on est de plus en plus mis en compétition en fait où nos droits, enfin les revendications féministes en fait voilà, arrivent de plus en plus et tout. Et bien cette imagerie là vous l'avez y compris sous le ton de la blague en fait dans Big Bang Theory en fait, donc vous avez un débat donc entre Sheldon et Amy en fait, voilà, donc Amy qui est la copine de Sheldon en fait, voilà, donc et à un moment où ils veulent jouer en fait, Amy dit génial, j'ai toujours voulu jouer à Donjons et Dragons, donc c'est dans la saison 6 donc en 2012 en fait, et Sheldon fait je suis désolé, tu n'es pas invité. Pourquoi, Amy, de temps en temps, nous les hommes avons besoin de nous libérer des chaînes de la civilisation et de nous connecter avec nos instincts animaux primitifs. Donc vous avez vraiment le discours comme ça. Et Amy dit en lançant des dés et en jouant à faire semblant avec des petites figurines. Et Sheldon fait oui comme une horde de sauvages. Voilà. Donc voilà. Évidemment, c'est sur le ton de la blague là, mais sauf qu'en fait ça dit bien, ça dit bien en fait quelque chose par rapport à une réalité, et ce qui fait que, en effet, souvent, en tout cas dans les premières saisons, quand on joue à Donjons et Dragons, c'est associé à un passe-temps masculin en fait, alors que les femmes vont faire du shopping, voilà. Donc, voilà. Et puis, ce qui est assez frappant, c'est que petit à petit, en fait, même dans la série, ça change en fait. Voilà. Et donc ça, alors, j'ai mis d'autres exemples, parce que encore une fois, il n'y a pas que dans les jeux de rôle. Là, vous avez par exemple des romans en fait, où là c'est encore plus explicite, dans les romans de gore. Alors en fait, c'est une série de fantasy qui est complètement oubliée aujourd'hui, mais dont le premier volume sort en 66, je crois, ou en 67. C'est John Norman, et en fait c'est un type qui, je crois, qui est universitaire d'ailleurs en fait, donc qui est projeté dans un monde de fantasy. Et dans ce monde de fantasy qui s'appelle Gore, voilà, G-O-R, voilà, donc, et concrètement, les femmes sont des esclaves sexuels. Voilà. Et c'est une série qui va cartonner à l'époque. La série a été traduite en français, voilà, donc, en poche et tout, voilà, avec évidemment des couvertures extrêmement explicites, faites cette fois par Boris Vallejo, en fait, donc, qui, voilà, donc, qui était une espèce d'épigone en fait, de Frazetta. Et c'est pareil, Queen of the Spiders, en fait, c'est assez frappant parce que les ennemis dans un univers Donjons et Dragons, là, ici dans les Royaumes oubliés, donc parmi les ennemis principaux, vous avez les Drow. Les Drow, donc c'est les elfes noirs, et c'est une société matriarcale. Donc les méchants, voilà, c'est les femmes en fait, voilà. Voilà, donc évidemment qui sont hyper sexualisés, quoi, en fait, voilà. Donc néanmoins, assez rapidement, vous allez avoir encore une fois, là, vous avez une image. Bon, c'est des jeux. Dans Jeux de Dragons, c'est le jeu de rôle le plus vendu à l'époque et encore aujourd'hui. Mais dans d'autres jeux de rôle, en fait, on se pose des questions qui sont intéressantes. Par exemple, dans un jeu de rôle Pendragon fait par Greg Stafford qui met en scène le mythe arthurien, vous avez dès la fin des années 80, on pose à Stafford des questions en disant, mais en fait, on joue dans le mythe arthurien, mais comment on fait si on veut jouer des chevaleresses, quoi, en fait, des guerrières? Parce que dans le mythe arthurien médiéval, là, il n'y en a pas, quoi, en fait. Donc, en fait, il y en a une, en fait, voilà, donc, dans les textes médiévaux. À l'époque, ce n'était pas connu. Et Stafford dit, concrètement, vous faites ce que vous voulez. Le jeu de rôle, en fait, c'est vous faites la variation que vous voulez sur un mythe, quoi, en fait. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Il le dit, là, en fait. Donc, voilà, donc... Notre point de vue contemporain permet des extrapolations qu'un esprit médiéval ne pouvait imaginer. La légende arthurienne a vécu 1400 ans, enfin c'est 1000 ans, mais parce qu'elle a su s'adapter à son public. À présent, les femmes chevaliers ont certainement leur place dans le royaume enchanté. Et donc, ce qui fait qu'il va y avoir en fait dans Pendragon des règles prévues en fait pour créer des chevaleresses en fait. Donc, voilà.
Et c'est pareil en fait dans Pendragon, en fait, alors qu'encore une fois la série, enfin les textes médiévaux mettaient en scène évidemment des personnages avant tout occidentaux, et ben là Stafford va prévoir en fait des règles. Stafford et son équipe vont prévoir des règles pour jouer. C'est marqué notamment des chevaliers juifs en fait, ou des chevaliers en fait. Après il va y avoir des chevaliers règles pour des chevaliers sarrasins, etc. et tout, des chevaliers musulmans et tout. Donc il y a une espèce de diversité qui rentre dans le jeu de rôle petit à petit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les règles de Donjon 5, en fait, vous avez une imagerie en fait, qui là pour le coup en fait, est beaucoup plus diverse, même si ça date de 2012, si je me souviens bien en fait, c'est des années 2010 en fait. Là, quand vous avez l'imagerie d'un guerrier, vous avez cette imagerie là. Voilà, donc une imagerie pour les humains, on prend cette imagerie là, ou une femme là pour le coup de couleur en fait, et qui n'est pas sexualisée en fait, et c'est pareil là par exemple pour un magicien, voilà. Donc ça c'est extrêmement intéressant et c'est un phénomène en fait qui perdure de plus en plus, où là pour le coup maintenant les grandes, mais ça touche beaucoup d'entreprises culturelles en fait, les grandes entreprises de jeux de rôle en fait, même beaucoup de jeux de rôle mettent en avant pour le coup une imagerie beaucoup plus diverse. Voilà, je finis là-dessus. Je mets un petit gif, voilà, bien comme il faut, avec une référence. Je connais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. Alors évidemment, j'ai pas fait le tour complet de la question parce qu'en fait, il y aurait encore d'autres points à étudier, mais encore. Alors, au bout de la 5e question, c'est payant. Je dis préviens tout de suite. C'est très bien. Sur la société, quand on voyait les femmes, la société matriarcale, ça m'a fait penser à un épisode de Walking Dead où on voit justement c'est une tribu que de femmes et elle tue que les hommes. Ouais, alors c'est pareil, ça c'est un autre débat. C'est qu'en fait, comme quoi encore une fois le médiévalisme c'est compliqué. Enfin, en tout cas c'est assez. C'est qu'il y a aussi l'idée, et ça vient plutôt des gens. Ça vient plutôt de la gauche en fait au XIXe siècle, notamment chez les gens comme Engels, comme William Morris, qui vont dire en gros que vu que les barbares étaient libres, et concrètement c'était aussi des sociétés matriarcales où il y aurait une forme d'égalité des sexes en fait aussi. Voilà, donc cette imagerie là en fait on la retrouve aujourd'hui par exemple dans la série Vikings en fait, où on vous montre 200 guerrières qui chargent. En fait, dans la réalité, ça n'a jamais existé. Voilà, je le dis tout de suite, ça n'a jamais existé. Mais ça obéit en fait. Encore une fois, pour comprendre ça, il faut comprendre que ça obéit en fait à cet usage de cette imagerie médiévaliste. Ça obéit à des stéréotypes ou en tout cas à des préoccupations très contemporaines en fait. Si on met aujourd'hui de plus en plus en avant des imageries de guerrières médiévalistes en fait, donc c'est que évidemment ça rejoint des préoccupations contemporaines en fait, par rapport au féminisme. Et aussi il y a un autre aspect qui nous échappe beaucoup parce qu'en France c'est pas des questions dont on parle beaucoup sur la place publique, mais par contre aux États-Unis notamment et dans d'autres sociétés anglophones on en parle beaucoup. C'est qu'en fait la série Vikings commence en 2014, je sais plus, dans ces eaux-là, 2013, je sais plus, voilà. Donc et en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'au même moment, l'armée américaine s'ouvre complètement, y compris tous les postes de combat s'ouvrent aux femmes, y compris chez les Marines, quoi. Coïncidence? Je ne crois pas. Voilà. Donc voilà, ça rejoint en fait des débats contemporains, quoi. Donc évidemment, et donc on donne en fait quelque part à ces soldates en fait des espèces de modèles en fait. Et on célèbre aussi, c'est une manière de célébrer en fait une forme d'inclusion dans une institution qui était évidemment une institution extrêmement masculine, quoi. En fait, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Donc, Et merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question par rapport justement à ces préoccupations contemporaines sur l'écologie que vous avez mentionné au début avec Tolkien. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver, cette place de la nature? Est-ce qu'il y a dans les jeux de rôle, ouais. Dans les jeux de rôle, ou est-ce qu'il y a un effet aussi de greenwashing, Alors ça, l'effet greenwashing, c'est toujours compliqué de savoir en fait. Mais par exemple, c'est assez frappant de voir que dans le film Donjons et Dragons, que je n'ai vu que 2 fois, donc parce que moi j'ai beaucoup aimé. C'est assez frappant de voir qu'en fait le méchant en fait,
à un moment, ils se réfugient dans la forêt. En fait, les héros se réfugient dans la forêt, et donc il y a une elfe en fait, qui, je crois que c'est l'elfe druide, qui montre en fait, qui dit ouais, vous avez vu là, le machin en fait, donc les méchants ils sont en train de cramer notre forêt, quoi, petit à petit, quoi. Donc évidemment, ça c'est un énorme classique de la fantasy, et ça se retrouve dans plein de jeux de rôle, quoi, en fait, avec en plus cet aspect dans les jeux. Après, c'est pareil, c'est marrant, je suis en train de travailler dessus en fait. Le druide, par exemple, dans les jeux de rôle. Alors ça vient pas direct des jeux de rôle, mais ça a popularisé vraiment cette image de druide. C'est une espèce de hippie, voilà, qui en tongue, qui aime bien les animaux, quoi, en fait. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Il y a un de mes joueurs, je mène une partie, il y a un de mes joueurs qui joue un druide, donc voilà, donc il y a pas de souci. Mais c'est vrai, alors qu'en fait les vrais druides, c'est pas ça du tout, en fait, voilà. Donc c'est des aristocrates, voilà, donc c'est ça n'a rien à voir. Mais il y a vraiment cette imagerie qui est très forte, voilà. Et donc et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de jeux de rôle, en fait. Il y a vraiment cette idée que la nature doit être protégée, ou par exemple là vous avez un monde, un univers qui s'appelle Dark Sun, un univers de fantasy, mais un fantasy post-apocalyptique, en fait, où l'univers a été détruit par un trop grand usage des ressources magiques, et l'univers est devenu un désert. Bon, enfin merci, quoi, en fait, la métaphore elle est quand même assez évidente, quoi, en fait. Donc, bon, c'est Mad Max en fantasy, quoi, en fait, donc mais c'est ça, quoi, en fait, c'est voilà, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de jeux. Enfin, des exemples, il y en a enfin, par wagon entier, enfin, sincèrement, quoi. Ou alors, par exemple, c'est même marrant, dans un jeu comme Shadowrun, qui se déroule dans le futur, dans la Terre du futur, mais où les races, les espèces de fantasy, en fait, ont réémergé, la magie a réémergé. Bah, la magie, en fait, elle sert notamment aux tribus amérindiennes pour reprendre leur indépendance. Voilà, quoi. Donc, et donc, ce qui fait qu'en fait, vous avez des zones, en fait, de nature protégées justement par la magie, quoi, en fait. Donc, bon, c'est assez... Voilà, c'est une manière, en fait, mais c'est pas que les jeux de rôle, c'est toute la fantasy qui sert à ça. C'est une manière d'imaginer, en fait, un monde où, en fait, il y a une espèce de halte, d'arrêt, en fait, par rapport à l'industrialisation, en fait. Donc, même, je pense à un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Château Falkenstein, qui est un jeu de steampunk qui se déroule dans une Europe alternative au XIXe siècle, où là, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose que Shadowrun. C'est en gros, les races, en fait, de fantasy, en fait, sont là et s'allient, en fait, pour contrer, en fait, ce qui s'appelle les seigneurs de la vapeur. Donc, en gros, les gros industriels anglais alliés avec Bismarck, en fait. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est assez frappant. Ce qui est frappant en plus, c'est que, tout comme d'ailleurs RunQuest, en fait, donc c'est marrant, je vais en parler la semaine prochaine parce qu'on a un colloque la semaine prochaine sur les jeux de rôle, donc un des deux colloques vu que le second aura lieu ici, donc voilà, donc en juin, mais et en fait comment, ce qui est assez frappant, c'est que par exemple Falkenstein est écrit par un type qui habite pas loin de Berkeley, encore une fois. Et RunQuest, qui est un autre jeu qui insiste beaucoup aussi sur l'espèce de retour à la nature, tout ça et tout, est écrit par Stafford, qui habite à côté de Berkeley aussi à l'époque. Berkeley, c'est où ? On traverse la baie, on est à Silicon Valley, qui est le lieu, dans les années 70-80, le lieu de la nouvelle révolution industrielle, quoi, en fait. C'est aussi une réaction par rapport à ça, quoi, en fait. Donc, voilà, les types, ils voient ça devant leurs yeux, ils sont à côté, quoi. Donc, voilà, donc c'est assez frappant, quoi. C'est assez frappant. Au niveau de diversité culturelle, on a vu ici. Ah oui. Vous aussi, ça fait plusieurs questions. Je note. La cinquième, c'est pas vous nous avez montré qu'il y a aussi une vision orientaliste du médiévisme, mais à l'inverse, est-ce que ce jeu de rôle médiévaliste s'est développé dans les sociétés non occidentales ? Le jeu de rôle médiévaliste. Alors, c'est une bonne question, ça. Ou même au sens plus large, le jeu de rôle en général. Non, pas. Alors, parce qu'en fait, vraiment, à ma connaissance, encore une fois, parce que ça, c'est des trucs. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et je connais pas tous les jeux de rôle qui ont été faits, donc j'ai pas assez de neurones pour ça. À ma connaissance, le seul pays, en tout cas celui où il y a eu vraiment une véritable industrie du jeu de rôle, en fait, une édition assez massive de jeux de rôle, le seul pays non occidental, c'est le Japon.
Mais le Japon a un statut particulier où c'est pareil, le médiévalisme du Japon, le Japon a un médiévalisme à lui qui est très influencé aussi par le médiévalisme occidental. Quoi, en fait, hein. Donc, il suffit de voir des films de Kurosawa pour voir toute l'influence qu'a eu l'Occident sur ces films-là. Quoi. Donc, après, je connais pas d'autres pays. Je connais des éditeurs aux États-Unis, dans tout l'arc américain. Des éditeurs en Europe, des éditeurs au Japon, peut-être des éditeurs brésiliens, peut-être en fait aussi c'est possible, hein, mais Philippines, oui c'est vrai Philippines, ça c'est très marginal qu'en fait, hein, donc voilà, vraiment les grosses machines c'est Europe, États-Unis, Japon quoi en fait, hein, donc voilà. Mais et je connais pas, c'est peut-être possible, après il y a eu des traductions c'est sûr dans des langues, mais ouais c'est, et encore en fait, hein, donc c'est voilà, vraiment et même en Europe, hein, en fait, hein, les pays c'est vraiment des pays très, il y a l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, donc qui a une grosse production de jeux de rôle. Après, d'autres pays, c'est un peu moins le cas quand même. Hein. C'est beaucoup plus marginal, quoi, en fait. Hein. Avec encore une fois des exceptions, mais bon. Voilà, quoi. L'Allemagne, c'est assez ancien parce que là, il y a l'œil noir, en fait, hein, notamment. Donc, Alors, pour éviter d'être long, je vais directement passer, on va dire, à notre époque actuelle. C'est qu'on voit que la fantasy est pas mal récupérée par l'extrême droite, que ce soit la récupération en Italie du Seigneur des Anneaux ou la récupération du médiévalisme viking par les néo-nazis. Et je voulais savoir si on observe de manière marginale ou non ce genre de dérive aussi dans le milieu du jeu de rôle papier. Alors ça c'est alors oui, ça c'est toujours possible en fait, ça en fait, hein, donc ça c'est alors bon, en plus c'est quelque chose d'assez ancien en fait, hein. Le médiévalisme et l'extrême droite, en fait tous les courants politiques sont emparés du médiévalisme en fait, hein. C'est-à-dire, y a pas que, mais c'est vrai qu'en fait l'extrême droite c'est particulier parce que l'imagerie guerrière, etc. Enfin voilà, donc bon en fait c'est pareil l'extrême droite qui fantasme sur le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas lu le Seigneur des Anneaux en fait, hein, donc voilà. Il y a eu d'ailleurs récemment, c'était assez frappant, il y avait un tweet de Julien Rochdy, qui est une espèce de gravure de mode d'extrême droite là, j'en dirai pas plus parce que sinon je vais m'énerver, mais en fait qui a fait un tweet en disant j'ai vu le Seigneur des Anneaux en film, quel film identitaire, etc. et tout. Donc en effet il a vu le film déjà, il a mal vu le film déjà, et d'une. Et de deux, en fait, il n'a pas lu les romans, quoi, en fait, voilà. Donc bon, parce que peut-être qu'il ne sait pas trop lire, voilà. Donc c'était facile, mais ça fait du bien. Donc, mais ouais, le truc c'est que sincèrement, en fait, oui, en fait, ils ont pas lu ce qu'a dit Tolkien, en fait, voilà. C'est pareil, Tolkien qui, voilà, il fantasmait pas du tout la guerre, qu'en fait, sur la guerre, qu'en fait, hein, c'était et toute l'imagerie guerrière dont ils aiment bien s'emparer, c'est voilà. Donc après, dans les jeux de rôle, c'est toujours possible en fait, hein. Mais moi, j'ai même été confronté dans ma carrière de joueur en fait à des types qui étaient des types assez ouvertement d'extrême droite, qu'en fait, hein. Mais ça s'explique en fait, par ce que j'ai dit en fait, hein, voilà. Donc, mais limite en fait, ils ont pas de retour critique par rapport à leur propre pratique, parce que voilà, genre, je fantasme d'être un guerrier, bon, voilà. Donc, mais après, c'est marrant parce que il y a plus, il y a ça dans la fantasy, mais il y a des, il va y avoir aussi assez rapidement des espèces de parodies de ça en fait, voilà. Donc il y a pas que ça dans les jeux de rôle de fantasy. Je pense aussi à des jeux en fait où on joue beaucoup de, parce qu'il y a aussi des jeux de rôle qui vont mettre en scène des guerres contemporaines, ça en fait, hein. Donc et ça c'était clairement destiné en fait à un public très conservateur américain. Je pense notamment à des jeux de rôle comme Twilight 2000 où on joue des soldats américains après la Troisième Guerre mondiale, ou des jeux de rôle comme Recon, hein, où vraiment là c'est voilà, donc on joue au Vietnam, des choses comme ça, quoi. Donc ouais, je pense que c'est, mais évidemment ça peut arriver, quoi, en fait, hein. Donc mais je pense que dans les jeux de rôle il y a tous les bords politiques en fait, hein. Donc ça c'est, même si encore une fois aujourd'hui moi je suis frappé de voir que quand on regarde notamment des actual plays, hein, donc des parties en ligne filmées, il y a vraiment une insistance sur la diversité notamment la parité entre joueurs et joueuses, en fait, voilà. Donc ce qui fait que
à mon avis, c'est quand même assez... Voilà, du côté des éditeurs, des professionnels du jeu, on met beaucoup en avant cet aspect-là, à la fois par conviction, et puis soyons pas naïfs aussi, à la fois par tiroir-caisse, en fait. Hein, parce que concrètement, ils savent que concrètement, les femmes, c'est la moitié des consommateurs, des consommatrices. Donc, si on cible que des gars, en fait, au bout d'un moment, voilà, quoi, ça va... Voilà. Et donc, ça permet aussi de sortir un peu de l'imagerie un peu masculine du jeu de rôle, en fait, voilà, geek, voilà. Donc, au contraire, voilà. Et c'est... Encore une fois, pour quelqu'un qui joue depuis 35 ans, moi je trouve ça rafraîchissant en fait. Hein, donc en effet, on sort d'une caricature quoi, qui nous colle quand même sacrément à la peau quoi. Voilà. Donc venez jouer, on est sympa quoi. Ah oui, mais je vous ai pas dit le prix pour la 5e question. Voilà, c'est ça le truc. Donc trop tard, vous l'avez posé donc. Je n'ai rien dit encore. Vous parlez justement. Trop tard, voilà. Vous jouez depuis 35 ans. Oui. Est-ce que par rapport. En dents de scie, il y a des moments où j'ai pas joué en fait. Ouais. Donc, en gros, à vos débuts. Comme ça parle de l'univers médiéval qui parfois peut être un peu violent, traumatisant entre guillemets, est-ce que vous avez une tranche d'âge pour débuter? Est-ce que vous pensez qu'il y a... Mais ça dépend parce que maintenant il y a des jeux qui sont pensés pour des enfants, même très jeunes quoi en fait. Hein, donc, là, il y a un jeu qui est sorti que j'aime beaucoup, que j'ai acheté d'ailleurs parce que je pense qui s'appelle Donjons et Chatons. Voilà, où en fait on joue dans un univers. Alors c'est pareil, c'est encore une fois, on rejoint ce que vous avez dit. C'est un univers de fantasy, mais dans le futur, où en fait la Terre a été abandonnée par les humains. Hein, et il reste quelques humains qui s'appellent les gros tout nus ou les grands tout nus, voilà. Ouais, on les voit plus en fait. Voilà. Donc, et donc la Terre a été, la nature a repris le dessus en fait. Hein, et donc les créatures qui peuplent cet univers, ce sont des petits animaux anthropomorphiques, notamment des chatons en fait. Voilà. Donc, et l'univers est pensé, le système est très simple. Hein, et l'univers est pensé. Moi j'ai mené une partie, c'est assez marrant. L'univers est pensé notamment pour les combats. Où en fait les combats, d'abord on fait des combats en fait. Hein, donc comme les vrais chats en fait, on feule. Donc en fait on fait d'abord des combats pour rire en fait entre guillemets. Donc puis si vraiment là on n'arrive pas à se départager, on peut passer à des combats plus violents quoi en fait. Hein, donc mais en gros le but c'est que les personnages ne meurent pas quoi en fait. Hein, donc voilà donc et même il y a plein de jeux comme ça en fait. Même je pense à un jeu en fait même qui date des années 80, je pense à un Toons où on joue des Toons. On joue des Toons donc et c'est dit en fait votre perso peut pas mourir quoi en fait. Hein, donc vous jouez à un lapin chiant qui mange des carottes constamment, bah voilà, enfin, bon, voilà, je sais pas, voilà, donc ça c'est, en fait, donc, mais là aujourd'hui il y a de plus en plus de jeux qui sont pensés pour être des jeux d'initiation et tout, donc ce qui fait qu'on peut jouer là, Donjons et Chatons, on peut jouer à partir de 8 ans, je pense, c'est indiqué en fait, hein, donc et plus c'est un super, moi c'est un jeu c'est un super jeu quoi en fait, hein, donc vous pouvez un autre jeu, c'est pareil, c'est les jeux avec les chats ça cartonne en fait, hein, donc ça c'est pas étonnant parce que les chats c'est très bien, donc et mettez un D20 devant un chat, regardez le résultat, vous allez voir, voilà, donc moi je l'ai fait avec mon chat, voilà, et généralement le chat balance le D20 et il fait un 20 nat parce que c'est un chat. Mais il y a aussi un autre jeu qui s'appelle Cats la Mascarade, en fait, où on joue un univers où en fait, mais qui à mon avis, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité en fait. Hein. C'est un univers où les chats contrôlent le monde en fait. Voilà, donc c'est voilà. En fait voilà. Et donc ils ont des pouvoirs psioniques, voilà. Donc voilà. Donc, et en fait ils contrôlent le monde depuis l'Atlantide, voilà. Donc c'est assez marrant. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est des jeux on peut jouer assez jeune. Puis une partie de Donge, enfin voilà quoi, c'est ou de Chroniques oubliées, ça peut commencer dès 10 ans, 11 ans, voilà, donc en adaptant l'univers en fait, en faisant pas, c'est clair que si vous voulez jouer à un univers de dark fantasy où les gens sont torturés constamment, voilà, vous emmenez pas des gosses de 11 ans quoi, en fait, hein. Ou alors vous êtes bizarre, mais bon voilà, mais ouais, c'est voilà, il y a plein de jeux maintenant il y a plein de jeux qui sont pensés pour être des jeux d'initiation et même encore une fois, hein, l'œil noir dans les années 80 c'était pensé pour l'initiation, Marvel super-héros c'était pensé pour l'initiation aussi, enfin voilà, donc c'est voilà. Bon, moi j'ai joué mes premières parties de donjon à 12 ans, ça va, je suis normal. Donc, et donc c'était 50 € la 5e question. Est-ce que quelqu'un n'a pas épuisé le quota des 5 questions
Non, j'avais une question sur Moi aussi, ça fait les plusieurs liens. questions. Non, sur la deuxième, c'est avec la deuxième. Hein. Entre les liens entre édition de jeux de rôle et édition littéraire, vous avez montré déjà des liens entre littérature et jeux, et ça, c'est une question qui m'intéresse. Moi, je travaille sur la littérature pour la jeunesse. Et là, je pense au chat parce que tout de suite, je pense au succès de la guerre des clans. Bah, bien sûr. Donc, il y a aussi... Alors, il y a des liens... tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, dans le colloque qu'on fait à Metz la semaine prochaine, il y aura une excellente intervention, je pense, d'Anne Besson, qui va parler notamment des romans Donjons et Dragons, en fait, hein, parce que Donjons, TSR, en fait, a créé des séries de romans, en fait, hein, et même d'ailleurs des romans qui étaient prévus, notamment Dragonlance, qui était prévu pour être adapté directement en jeu, qu'en fait, hein, et donc oui, évidemment, il y a plein de liens, en fait, hein, donc mais c'est même d'ailleurs, enfin bon, voilà, après c'est pareil, il y a une autre intervention dans le colloque qui va avoir lieu, en fait, c'est que moi, à travers le jeu de rôle dans les années 80, moi, c'était une porte en fait pour lire, en fait. Donc les jeux de rôle, en fait, j'ai commencé à jouer aux jeux de rôle, et puis je voyais jeux de rôle genre l'appel de Cthulhu, c'est quoi ça, Lovecraft. Bon, j'ai commencé à lire du Lovecraft. Voilà, assez jeune en plus, mais bon, voilà, ça va, j'ai survécu. Mais c'est pareil, Moorcock, enfin tout Moorcock, Storm, Hawkmoon, enfin tout ça, c'est des trucs que j'ai lus, en fait, avec. Voilà, donc ça, et c'était des portes, voilà, donc évidemment, il y a d'énormes liens, en fait, hein, donc. Qui a moins, à mon avis, avec le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est un truc, il y a un écran, alors que le jeu de rôle, c'est un bouquin. C'est un bouquin, donc vous êtes obligé de lire. En fait, il y a un background, il y a un arrière-plan, il y a un décor à intégrer, donc il faut lire tout ça, en fait. Donc, et donc, c'est quelque chose de très littéraire, en fait. Donc, ce qui encore une fois, voilà, peut aussi paraître un peu rebutant pour des gens, mais en fin de compte, c'est un pas à franchir, en fait. Donc, et ça, après, je pense et puis après, il y a tout un truc, en fait, hein, aussi sur les jeux de rôle qui peuvent servir de porte éducatif, parce que pour faire une feuille de perso, il faut calculer, voilà, voilà, donc ça peut être, il y a plein de trucs, en fait, hein, donc voilà, pour partager le loot, voilà, faut faire des stats quand il y a un nain dans l'équipe, enfin bref, de toute façon, voilà, donc voilà, donc oui, mais ça, il y a énormément de liens, il y a énormément de connexions qui peuvent être faites. Et franchement, le nombre de jeux de rôle qui ont donné lieu à des romans, il y en a quand même beaucoup, quoi, en fait. Donc, ouais. Au moins, il y a quasiment plein d'univers de Donjons et Dragons où il y a eu des romans. Il y a eu Shadowrun qui a donné même des jeux comme ça, des jeux de rôle moins connus. Hein, je pense à même des romans qui ont été adaptés en jeu de rôle, il y en a plein, en fait. Donc, c'est même des romans français, en fait, de fantasy ou de steampunk, et crime, par exemple. Enfin, voilà. Ouais. Et en plus, hein, des auteurs de jeux de rôle qui deviennent des auteurs, il y en a un paquet. L'un des plus connus aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Jaworski, hein, qui est un super auteur de fantasy, qui a écrit plusieurs jeux de rôle, notamment des jeux de rôle historiques. Il a écrit un jeu de rôle qui s'appelle Tirage, qui est un jeu de rôle amateur, sur la Terre du Milieu. Après, il a écrit Te Deum pour un massacre, qui était un jeu de rôle qui se passe pendant la guerre de religion. Puis après, maintenant, il a écrit des super romans de fantasy. Voilà. Et c'est voilà, j'en ai parlé, c'est un lecteur de Cassius Belli. Enfin voilà, je pense qu'il continue de jouer. Enfin voilà, donc Pevel, c'est pareil, c'est un rôliste. Enfin voilà, donc il y a vraiment un paquet de. On se rend compte, en fait, qu'il y a plein de connexions, en fait. Hein. C'est un milieu qui est voilà, quoi, donc. Mais voilà, encore une fois, dès les années 70, des auteurs, Martin, c'était un rôliste. Enfin voilà, donc même encore une fois, Stafford, voilà, dans la SCA, il y a des autrices de fantasy, hein, donc Mary Zimmer Bradley, Paxson, en fait, voilà, qui étaient aussi liées à ce milieu rôlistique, en fait. Hein, donc, alors, je ne sais pas si elles ont joué, peut-être que c'était un peu âgé encore, hein, donc c'est très possible, en fait. Hein, donc, voilà. Ça pose. Oui. Vous aussi, ça fait plusieurs fois. Hein. Deuxième. Ah, tout le monde. Deuxième. Enfin, j'aurais dû. Baisser le nombre de. Ouais. Non, la question que j'avais, c'était, et je pense que vous pouvez répondre à plusieurs titres, à la fois historien, à la fois joueur, et aussi à la fois
joueur historien, c'est pourquoi il y a autant d'historiens dans le jeu de rôle. Classé, c'est ça. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait le travail, il y avait une thèse qui avait été faite ici par Antoine Daufragne qui était sur le matériau historique dans le jeu de rôle, etc. Et puis il avait retracé un peu tous les jeux, et ce qu'il montrait, c'est que chez les auteurs, il y avait une surreprésentation en fait des historiens, et puis dans les créateurs de jeux, qui a été formé par l'histoire. Et donc en vous écoutant aussi, je me suis dit il y a un lien il y a quelque chose entre l'historien et le jeu de rôle, et ce serait presque une question aussi à la fois de vous en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'historien, c'est-à-dire est-ce que le jeu de rôle vous a donné le goût de l'histoire, ou est-ce que vous aviez un goût pour l'histoire avant de faire du jeu de rôle? Alors moi j'avais un goût pour l'histoire avant de faire du jeu de rôle, parce que mes premiers souvenirs d'histoire en fait c'était Il était une fois l'homme à la télé, donc ça date pas d'hier, encore une fois. Donc, mais je pense que c'est lié, mon envie d'histoire et mon envie de jeu de rôle en fait sont liés, parce que les deux permettent de quitter le monde contemporain, quoi. Moi, je suis devenu médiéviste, c'est pas un hasard. C'est qu'en fait, au début, moi, quand j'étais gamin, tout petit, j'adorais l'Antiquité. Puis petit à petit, je suis devenu, je me suis fasciné par le Moyen Âge. À mon avis, c'est par le jeu de rôle, quoi, en fait, par la fantaisie, parce que c'est voilà. Et donc, je pense que je pense que beaucoup de collègues, parce qu'ils l'assument pas tous, en fait. Hein, donc, mais il y a beaucoup de collègues qui sont rôlistes, en fait, hein, qui sont rôlistes pour la même raison, en fait, hein, et pour ça, et qui sont devenus médiévistes pour ça, quoi, en fait, hein. Étudier le Moyen-Âge, c'est quitter le monde contemporain. D'une certaine manière, après, c'est un autre rapport, hein, c'est un rapport rationnel, etc. Et tout, mais en même temps, quand on est paumé, c'est un peu comme un ou une astronome qui va sur une montagne, pour étudier les étoiles, quoi, en fait, hein. Ça permet de s'éloigner un peu des réalités quotidiennes. Bah, voilà, là, on va dans des archives et tout, et puis on est plongé dans une histoire qui s'est déroulée il y a 500 ans, 600 ans et tout, quoi. Donc, voilà. Et je pense que c'est strictement la même chose, quoi. Moi, après, au bout d'un moment, j'ai fait j'ai poussé le bouchon peut-être un peu jusqu'au bout, entre guillemets, c'est que j'ai commencé médiéviste, puis au bout d'un moment, je dis, non, mais arrête, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le 14e au 15e siècle, c'est le fantasme par rapport à ça, quoi, en fait, voilà. Et c'est ça que j'ai envie d'étudier, en fin de compte, quoi. Et donc, c'est pour ça que je suis de médiéviste, je suis devenu médiévaliste, en fait, voilà. Donc, c'est que je suis allé jusqu'au bout du truc. Après, peut-être tous les médiévistes ne sont pas comme ça, en fait, hein, donc, mais je pense que pour beaucoup de collègues qui sont biclassés comme moi, voilà, donc bien sûr, jouer avec l'histoire en plus, mais parce qu'en fait, en plus, quand on joue dans des jeux de rôle historiques, on fait ce que aujourd'hui les historiens, parce que ça fait chic, en fait, ils appellent de l'histoire contrefactuelle. En gros, et si c'était passé comme ça? Donc c'est l'Uchronie, quoi, concrètement, quoi. Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est que c'est évidemment c'est le même principe, quoi, en fait. On est dans un univers genre, et si l'univers était comme ça, quoi, en fait, tu vois. Et si cette époque-là, elle s'était passée comme ça, quoi. Mais sauf qu'en fait, très rapidement, le jeu de rôle historique, en fait, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle historique pur, parce qu'en fait, historique pur, en fait, c'est pas bon. On est quand même, on peut pas lancer de boule de feu, quoi. Donc c'est un problème, quoi, en fait. Donc voilà. Donc on ajoute, en fait, dans beaucoup d'univers historiques, on ajoute des éléments, en fait, hein, de fantaisie, des éléments, voilà, parce que ça permet de faire encore plus un pas de côté. Dans Miles Christi, vous jouez des Templiers qui peuvent balancer des sorts, quoi, en fait. Les vrais Templiers, ou alors. Mais voilà. Donc c'est c'est un super jeu de rôle, hein. Moi, je l'ai chez moi, en fait. Il bouge pas de chez moi parce que c'est un méga collector, mais voilà, ça permet de faire des pas de côté, quoi, en fait, tout ça, quoi. Et c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant. Et pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, comment vous souhaitez qu'on vous présente plus comme médiéviste ou comme médiévaliste ? Ah, maintenant, non, c'est une question de même d'honnêteté, en fait, hein. Moi, la médiévistique, je me suis quand même pas mal éloigné, donc je suis pas quelqu'un qui travaille tous les jours sur le Moyen-Âge. Par contre, je travaille peut-être pas tous les jours, parce que il faut faire des pauses, mais sur le médiévalisme, en fait, hein. Donc moi, je suis médiévaliste maintenant, en fait. Donc voilà. Donc après, bon. Quand les gens me demandent si je suis historien, parce qu'après s'ils disent oui, historien médiévaliste, enfin déjà voilà, médiévistique, médiévalisme, les gens voilà, quoi. Bon, voilà. Simple, c'est historien, quoi. 100 €, c'est pas grave. Et donc 100 €. Et toujours vous préférez qu'on vous considère comme joueur ou comme rôliste ?
Moi, je suis plus rôliste parce qu'en fait rôliste, oui, c'est bien rôliste, en plus maintenant c'est dans le dictionnaire donc c'est mais en plus moi je suis meneur en fait souvent quoi en fait donc voilà parce que j'aime bien être sadique avec des joueurs et des joueuses. Non, mais voilà, je suis meneur et voilà donc moi je fais 2 parties, je fais 2 campagnes en ce moment, d'un côté je suis meneur, de l'autre je suis joueur, où là joueur je me venge, voilà donc voilà donc mais voilà donc voilà je suis rôliste en fait ouais donc voilà. Je vais pas continuer l'entretien que mes non mais collègues allez-y, ont je vous en prie on est là pour non ça. en fait il me semble que dans le titre de de cette conférence il y avait l'idée de culture populaire Ouais. et du coup on a parlé de pas mal de choses sur Vous voulez que je définisse la culture populaire? Non, mais sinon là ça va pas être possible. En fait. Non, mais c'était plutôt sur l'idée que est-ce que c'est par rapport à tout ce qui a été dit, à cette proposition d'analyse de positionnement par rapport à la société contemporaine. J'ai un petit questionnement sur est-ce que le jeu de rôle c'est vraiment une pratique populaire et est-ce que du coup, par rapport à toute l'analyse que vous proposez, est-ce qu'il y a aussi une dimension de conflits sociaux, de positionnement des conflits social, sociaux etc. dans les jeux de rôle, il y en a un paquet en fait. Donc après, ça, est-ce que c'est une culture populaire? Déjà, faut définir populaire. Est-ce que c'est populaire au sens strict? En gros, les classes laborieuses, enfin voilà, donc ou les classes populaires et tout. Limite, il faudrait définir. Moi, je le définis comme ça en termes de culture populaire parce que, et ça c'est très présent en France, il y a clairement une culture en fait dominante, une culture en fait en gros admise quelque part. Donc voilà, vous lisez du Balzac, des choses comme ça. J'ai rien contre Balzac, hein. Si un petit peu, mais voilà, vous lisez, c'est voilà les romans en fait de littérature classique, etc. et tout, et puis vous avez le reste quoi en fait, voilà, donc vous avez la sous-culture quoi en fait, hein, donc ce qui est en tout cas vu, hein, voilà, c'est comme en France on dit il y a la littérature blanche et puis la littérature de l'imaginaire quoi en fait, hein, la littérature de l'imaginaire étant quelque chose d'assez mal vu quoi en fait, hein, même encore aujourd'hui quoi, et donc le jeu de rôle ça s'inclut complètement là-dedans, parce que le jeu de rôle c'est de la marge quoi en fait, hein, donc voilà, donc même encore aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'il y a pas mal de collègues historiens ou historiennes qui disent voilà, j'ai envie de faire une communication sur un jeu de rôle. Ils vont me regarder, genre c'est pas possible qu'en fait. Hein. C'est compliqué, même sur des films, par exemple, des films en fait, hein, des séries télé, tout ça c'est encore compliqué en fait, hein, surtout chez des historiens en fait où on est un peu pépère en fait, hein, donc on aime bien, voilà quoi. Donc bon. Donc pour moi c'est ça la culture populaire en fait, hein, c'est un aspect comme ça. Après le recrutement social, moi je suis, on va pas se mentir, c'est clairement en fait ça vient de milieux en fait quand même avec quand même un capital social un peu élevé quoi, en fait faut pas se mentir. Après mine de rien, moi mon parcours, moi je venais 93, après j'avais un parcours un peu particulier et tout, ce qui fait que j'étais en école à Paris, donc c'était un peu, et non je n'étais pas à Stanislas, mais voilà, donc mais voilà, le fait est que, mais néanmoins quand j'ai commencé à jouer, je jouais à la MJC Daniel André de Drancy, et avec des gars de Drancy quoi en fait, hein, donc et donc il y avait des gens qui venaient de milieux ouvriers quoi en fait. Alors après c'était des gens qui après allaient à l'IUT et tout, mais ils venaient de milieux comme moi, on venait d'une famille ouvrière, je venais d'une famille ouvrière quoi, donc vous voyez c'est un peu mélangé quoi en fait, hein. Donc à mon avis c'est pas si tranché que ça en fait en termes de recrutement de classe en fait, hein, pour parler de voilà quoi. Après c'est clair que le premier club de jeux de rôle en France si je me souviens bien c'est normal quoi en fait, hein, c'est un normal sup, hein, c'est rue d'Ulm, hein. Donc vous voyez évidemment voilà, c'est pas la cité Paul-Éluard à Saint-Denis quoi en fait, hein, voilà, donc bon voilà, c'est j'ai rien contre la cité Paul-Éluard, c'est là où habitaient mes grands-parents, donc voilà, donc mais c'est, vous voyez, donc et c'est pareil, moi quand j'étais au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, parce que j'ai fini ma scolarité au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, il y avait un club de jeux de rôle là-bas. Donc vous voyez, c'est
c'est pas si tranché que ça, qu'en fait. Hein, donc voilà. Mais ça, limite, moi, je suis pas sociologue. Dieu m'en préserve. Donc, je rigole, je rigole. On les aime bien. Voilà, donc, non, mais voilà, sincèrement, ça mériterait. Là, il faudrait une étude sociologique sérieuse, quoi, en fait, voilà, quoi. À la fois, il y en a aux États-Unis, mais je ne sais pas s'il y en a eu en France. Mais il faut une étude sociologique sérieuse, actuelle et aussi, voilà, diachronique, en fait, hein, sur en gros le recrutement dans les années 40. Enfin, voilà, mais ça limite, voilà. Là, je vous réponds de manière empirique, en fait, avec ma propre expérience, quoi, en fait. Oui, mais ça, c'est un travail pionnier, en fait. Hein, donc, mais ça, c'est vraiment sur les États-Unis. Et il a fait un terrain, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il a fait des stats vraiment sur un corpus immense, qu'en fait. Hein. Ça, c'est... Bon, voilà. Donc, voilà. Mais dans mes souvenirs, c'est un terrain bien précis, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Vous voyez, même moi, je lis de la socio, quoi, en fait. J'arrête. C'est des blagues sociaux, promis. Est-ce qu'on a encore une question éventuellement ? Non, bah alors on va indiquer le distributeur de billets le plus proche aux concernés. Et puis surtout, on va vous remercier encore, William Blanc. Merci pour votre venue. Et merci à vous pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir de faire cette conférence et de débattre avec vous. Vous me devez 100 €. Ah, d'accord, ok, ça ira. D'accord.